La zone aéro. Eh bien, take-off. Press 7. 8 knots. Check. Contrôle de Tango, bonsoir, de Tango 3, ligne 0, gauche et attendez. Eh bien, bonsoir, Rotate. bonsoir, de 200 à Air France, en 200. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Rooster. Eh bien, bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus, bienvenue dans la zone aéro, le générique, tac, c'est coupé d'un coup sec, mais c'est pas grave. Bonsoir à toutes et tous, et d'ailleurs, je vais vous prendre ici. Vous allez bien? Et regardez, elle est là. Bonsoir Cynthia. Allez, Bonsoir à tous. J'ai arboré pour cette soirée quand même mes petites cornes de reine. Je suis tellement contente de vous retrouver tous. Je vous salue bien chaleureusement. c'est des antennes VHF, c'est ça? Exactement, c'est Ah. ça. C'est pour mieux capter les vores en vol. C'est ça. Ok. Bien. Bonsoir à toutes et tous. Soyez les bienvenus dans la zone aéro. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine depuis l'excellente émission de la semaine dernière avec notre musicien préféré, Monsieur Moz, avec nous, qui nous a fait une émission anthologique. On refera d'ailleurs. Faites-nous un petit coucou dans le chat. Je vois que ça bouge beaucoup. Il y a Céleste qui est là. Elle est en train de chauffer tout le monde. Elle met l'ambiance. Votre Céleste favorite. Elle se prépare déjà pour les fêtes. Ouais. Alors, il y a Vince qui nous a fait coucou. Salut mon petit Vince. Donc Céleste, on l'a vu. Il y a Julot qui est là, 0K, Philémon, l'équipe de la modération de la zone aéro, on les salue pas. Didou, notre ami, est connecté. Il nous dit coucou. Je crois qu'il était en vol de nuit ce soir, donc c'est pas impossible. Il est en train de nous SMSer de là. Ah, Et ça, je sais pas. quand même. Ah, On ne fait pas des je sais pas. SMS en pilotant. Non, c'est vrai, c'est vrai. Free Flight aussi, notre ami Eric qui est là. Samui 200, bonsoir. Ben, ça faisait longtemps, Samui, on peut te voir. Il y a pas mal de gens qui sont connectés. Faites-moi un coucou, les amis, comme ça on vous. N'hésitez pas à le faire dans le chat. Hein. Et toi, Cynthia, de toute façon, nous, on s'est croisés un petit peu en vol tout à l'heure. Exactement. Moi, j'avais du J'en ai moteur, bien je chargé décollais. puisqu'il avait fait mauvais. Toi, tu n'avais plus de moteur, tu descendais. Exactement, c'est ça. Et ben voilà, il y a Dido qui dit j'ai entendu quelqu'un qui était en panne de train d'atterrissage. Et oui, c'était moi tout à l'heure, ouais. Ah bon. J'ai dû sortir le train d'urgence. En effet, c'était moi. Oh là là, bon bah écoutez, hein. Mais ça s'est bien terminé, je suis là. Oui, non, mais ça, mais on n'en doute pas. On n'en doute pas. Et tout ça pourquoi? Grâce à la magie de Noël. C'est pour ça que j'ai apporté mes cornes. Ouais, c'est ça, on traite les pannes avec la magie de Noël. C'est une nouvelle méthode. Bravo. On n'y avait jamais pensé, mais voilà, ça y est, c'est fait, c'est lancé. On va faire une checklist magie de Noël. Magnifique. Non, mais ça fait plaisir de retrouver les habitués. Salut à Didou, en plus. Voilà. Il y a Rudolf qui est venu à la rescousse. Rudolf? Exactement. Ah bah oui, Rudolf, ok, d'accord. Avec Alors, son nez rouge. Une Shadok pilote, c'est ça. Ils aiment bien te charrier quand même. Hein. Quand vous m'avez Ça m'avait manqué qu'il me charrie un peu. Bah oui, oui. Alors, les copains et les copines, dernière émission de l'année même, de la saison, pas de la saison, mais de l'année avant Noël. Et après, on va faire la trêve hivernale comme on fait d'habitude, et puis on se retrouvera au mois de janvier. Donc, c'est la dernière, et ça va être assez cool. Ce soir, on va parler de plein de choses, on va avoir un parcours un petit peu hors du commun. Ça va être super sympa. Qu'est-ce que je veux dire? On salue les amis qui vont nous regarder, qui vont regarder ce replay aussi sur Twitch, YouTube. Les émissions sont à J+14 sur YouTube. Le live, c'est sur Twitch. Et à J+14 sur YouTube. Vous pouvez évidemment liker les vidéos et commenter. Ah, on m'entend un petit peu faible. Ouais, ben en fait, c'est un nouveau micro. Ah bon, vous m'entendez vraiment faible? Confirmez-moi quand même. Sinon, je peux peut-être monter un petit peu le son comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça ou pas? Vous allez me dire si c'est un petit peu mieux ou pas. Et comme ça, au moins, très sourd. Ah bah, il y en a qui disent très sourd et d'autres qui disent c'est très audible. Il faut vous décider, les copains, parce que moi, là, je peux rien faire. S'il y en a qui dit blanc et l'autre noir, malheureusement, c'est pas possible. On va faire deux équipes. Ceux qui se sont lavé les oreilles ce matin et ceux qui le feront ce soir. Ton micro bas ah oui, d'accord, ton micro est bas et pas cristal. Écoutez, pourtant il est là. Là, est-ce que c'est mieux ou pas? Mieux? Est-ce que c'est mieux? Vous allez me dire.
Fordec. Il Ok. a raison, Dylan. Bon, écoutez, on va continuer comme ça. De toute façon, moi je dis pas des choses qui sont intéressantes, c'est nos invités. Donc voilà, certains ont les oreilles propres. Ah, ça se chambre. Mais alors là, ils sont en train de s'envoyer des scubs. Je ne veux pas lire. Laissez-moi tranquille. Un peu mieux. Ok, bon bah écoutez, on va garder ça comme ça. Donc je disais oui, les émissions sur YouTube, n'hésitez pas. On a l'intro avec les gens qui arrivent. Vous voyez, il y en a encore qui sont en train d'arriver. Donc on vous salue tous, les amis. Et vous pouvez poser également vos questions qu'on reporte à nos invités quand il y en a. Et vous nous donnez vos impressions et même des idées de sujets si vous en avez. N'hésitez pas à les poster en commentaire parce qu'on se base aussi là-dessus pour essayer de vous proposer des contenus qui vous intéressent. Pour soutenir la chaîne, vous connaissez le principe, vous avez les abonnements Twitch, vous avez la page Patreon, vous avez aussi des choses qui sont complètement gratuites, qui sont de suivre les vidéos, de les reposter, de les partager sur vos profils. N'hésitez pas, hein, faites-le parce que ça c'est gratuit, ça vous coûte rien, ça vous prend 30 secondes de votre temps et ça fait rayonner les émissions et nous derrière, c'est super important. On voit vraiment le résultat et on voit vraiment qu'on remonte dans les classements, donc ça c'est top. Et puis voilà. Au niveau des replays, le dernier replay qui a été publié, c'est l'excellente émission avec David Pincet, un général, Inaero, la frégate 100, futur projet pour remplacer les Canadair. C'était il y a 15 jours et l'émission elle est déjà en replay sur YouTube. Vous pouvez aller la voir depuis lundi. Voilà pour le programme. Je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. L'idée, c'est de poser le plan de vol de l'émission. De quoi on va parler? C'est ce qu'on voit tout de suite. Plan de vol de l'émission. Le sommaire de la zone ce soir. Et là, je vais faire quelque chose qui énerve Cynthia comme d'habitude. Je vais faire apparaître le sommaire. Attention. Hop là, voilà, il est là. Ouais, mais je vais te dire, je trouve que quand même, tu vois, le niveau baisse. Tu le fais apparaître comme ça, là, il vient là, bouh. Il va falloir que tu travailles ce geste pendant les vacances, là. Il va falloir me l'améliorer, tu vois. Bon, on verra comment est-ce qu'on fait. L'actualité du terminal, j'ai 5 petites nouvelles à vous partager dans quelques instants. On va parler d'anciens, de nouveaux. Les sujets vont être assez diversifiés, vous allez voir. Et puis ensuite, un visage dans les nuages. Et ce soir, nous avons, tu le disais tout à l'heure hors antenne, Cynthia, la chance d'avoir un profil où il y a plusieurs vies en une seule, plusieurs métiers en un seul. C'est Philippe qui sera avec nous tout à l'heure. La chasse, les pilotes d'essai, aviation d'affaires, des avions incroyables, une carrière riche, vous verrez, et vous pourrez évidemment, et on vous invite à nous poser toutes vos questions. N'hésitez pas à intervenir, encore une fois dans le chat, vous avez la parole en direct. On met vos questions de côté, on les injecte au fur et à mesure de notre échange. Allez-y, faites-vous plaisir parce que ce n'est pas tous les jours, je vous garantis, qu'on a un profil comme ça. Et puis, fin d'émission, les 10 dernières minutes, 5 dernières minutes, foire aux questions, remise de gaz, et on vous présentera l'excellent programme du mois de janvier. Ça va être aussi vraiment pas mal. Sachez que, évidemment, janvier est bouclé, mais février est quasi bouclé, on va attaquer mars. On est de plus en plus en avance. Bon, si vous avez des idées pour 2027, vous nous dites. Voilà. Et puis, fin d'émission, c'est la dernière de l'année, il y aura un petit jingle de Noël, comme on fait d'habitude. J'ai résumé les choses? C'est à peu près ça. Bon, allez, on pousse le programme. Hop là, voilà. Tu vois, c'est comme ça, là. C'est ce qu'il faut. Et puis tout de suite, écoutez, on est parti pour l'actualité du terminal, là. L'actualité du terminal, news, nouvelles, informations et réactions avant l'embarquement. Et on est parti pour l'actualité du terminal. Voici la photo qui arrive. Et on va commencer par parler de la compagnie française Corsair qui a inauguré une nouvelle liaison directe entre Nantes et Pointe-à-Pitre et qui va offrir un vol hebdomadaire sans escale jusqu'en avril 2026. Elle va être opérée en Airbus A330 Neo et cette ouverture permet aux voyageurs de l'Ouest d'accéder assez facilement aux Antilles puisque l'objectif est de renforcer la stratégie de la compagnie et de connecter directement les régions françaises au territoire ultramarin. Cette ligne répond à une demande touristique croissante. On en avait déjà parlé dans les émissions que le tourisme poussait beaucoup pour installer de nouvelles lignes de ce type. Et il y a plus de 450 000 passagers annuels qui vont vers les Antilles depuis la métropole. Donc,
effectivement, il y a un gros marché à prendre. Ces A330neo utilisés vont offrir aux passagers 3 classes de voyage différents avec un confort qui se promet d'être amélioré, tout en consommant jusqu'à 25% de carburant en moins, qui va réduire évidemment l'empreinte carbone. Corsair devient d'ailleurs la seule compagnie française à proposer ce type de vol direct depuis la province, en combinant à la fois une montée en gamme et on va dire une déontologie environnementale un petit peu appuyée. Et la liaison soutient également la connectivité long courrier de Nantes Atlantique pour augmenter un petit peu son rayonnement. Les vols sont programmés chaque mardi, donc notez dans vos agendas, avec des horaires adaptés pour l'aller et le retour qui vont permettre aux passagers de voyager sans correspondance à Paris. Donc ça sera vraiment du direct. Cette nouvelle route va, on l'espère, en tout cas les locaux l'espèrent, faciliter le tourisme, les déplacements professionnels aussi vers la Guadeloupe, pour les habitants qui sont plutôt sur l'ouest de la France, et évidemment pour ceux qui viennent en France. Voilà pour la première actu. Est-ce que vous prendrez ces lignes? Si vous allez en vacances, ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes preneur de ce type de liaison? Dites-nous. Et on continue, on va parler un petit peu évacuation, puisque la FAA, donc la Fédération américaine de l'aviation, appelle les compagnies aériennes américaines à renforcer des messages de sécurité afin, tenez-vous bien, d'assurer quelque chose de simple, c'est d'empêcher les passagers d'emporter leur bagage à main lorsqu'il y a des évacuations d'urgence. Pourquoi? Parce qu'il y a eu dans un safety alert pour les opérateurs, une SAFO, ça s'appelle comme ça, qui a été publié en septembre 2025. Eh bien, on constate qu'il y a des comportements qui ralentissent considérablement les évacuations, qui endommagent les toboggans et qui accroîtent forcément le risque de blessure ou de décès. Tout ça parce que, en fait, les gens ne veulent pas laisser leur bagage en cabine lorsqu'il faut évacuer l'avion rapidement. Donc, ils embarquent des mallettes, des choses qui parfois ont du métal, et ça peut aller jusqu'à fendre les toboggans qui sont pris. Donc, imaginez tout ce qui en découle derrière. Donc, bien que non contraignante, cette alerte qui a été publiée incite les transporteurs à revoir la formation des équipages, d'une part, de faire des annonces cabines et des démonstrations de sécurité, et la FAA recommande aussi d'intégrer des situations dans les entraînements et de renforcer l'information dès l'aéroport avec des affiches ou des messages pédagogiques. Les enquêtes internationales, dont d'ailleurs celle de l'accident de Sukhoi Superjet à Moscou en 2019, ont montré que ce réflexe peut avoir des conséquences dramatiques. Et l'agence rappelle que chaque seconde compte lors d'une évacuation. L'OACI imposant d'ailleurs une évacuation complète de la cabine, on le rappelle, en 90 secondes. C'est l'objectif. En 90 secondes, il faut que le nombre, on va dire, de sorties d'évacuation, le nombre de passagers, que tout le monde puisse sortir en 90 secondes. Et c'est un objectif souvent compromis, aussi bien par le stress. On imagine que les gens qui sont sous stress, ils vont évacuer un peu moins vite, mais aussi la récupération des effets personnels, du coup, qui ralentissent la file d'évacuation. Donc pensez-y, si vous devez évacuer, tant pis, laissez vos bagages, vous les récupérerez peut-être après, si l'avion ne brûle pas ou quoi que ce soit, mais pensez d'abord à vous et surtout aux gens qui sont derrière. Donc, on se tire, on prend les évacuations, on descend et voilà. Oui, c'est vrai que les gens maintenant sont tellement habitués à ces messages dans les avions pour les évacuations que finalement ils n'écoutent plus. Et je pense qu'il y a cet oubli à force, ils oublient la sécurité de laisser les bagages et qu'il pourrait y avoir tout ça. En fait, ouais, c'est vrai, les gens font plus attention. C'est devenu courant, c'est comme si on prenait la voiture. Ils jouent à Candy Crush. Ah, ils jouent à Candy Crush pendant les mesures de sécurité, oui. C'est ça. On continue avec... Alors voilà, j'ai mis une petite image humoristique. Il faut dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a craqué. Ratatouille à bord, ratatouille en cabine. En fait, c'est un vol long courrier. Et c'est vrai, tout ce que je vous dis là est vrai. Il y a eu un vol long courrier de KLM entre Amsterdam et les Antilles néerlandaises qui a été perturbé par la présence d'un rat à bord de l'avion. Alors ce rat, on le voyait, il se baladait un petit peu partout, mais ils ont mis du temps à essayer de l'attraper. Et donc ça a contraint la compagnie à immobiliser l'appareil à Aruba et à annuler le vol retour vers les Pays-Bas, puisque donc ce rat qui a été aperçu en vol sur la liaison Amsterdam-Aruba-Bonaire a poussé le commandant de bord à poursuivre jusqu'à destination plutôt que de rebrousser chemin au-dessus de l'Atlantique. Et à l'arrivée,
Le rat s'était dissimulé dans la cabine, ce qui a obligé KLM à procéder à des inspections techniques, des inspections sanitaires aussi un peu approfondies du Boeing 777 qui était concerné. Au total, 254 passagers ont été bloqués plus de 24 heures dans les îles, la compagnie mettant en place, évidemment, des solutions d'hébergement et de réacheminement. KLM a rappelé que même un tout petit animal, comme un rat, peut endommager des équipements critiques et justifier l'immobilisation de l'avion. Et finalement, tout est bien qui finit bien, puisque le rat a été capturé environ 36 heures après sa découverte. Il se cachait quand même bien, et ce qui a permis d'envisager la remise en service de l'appareil après une validation complète. Hébergement et rapatriement pour le rat aussi, on ne sait pas ce qu'il est devenu. En tout cas, regarde, vous avez vu sur l'image, il boit de champagne. Donc tout va bien pour lui. A-t-il voyagé en famille? A-t-il amené d'autres compagnons? C'est ça la question. Et surtout, est-ce Généralement, ça ne se promène pas tout seul, un rat. Est-ce qu'il était en classe affaires? Est-ce qu'il était en classe affaires? Oui, là, visiblement, d'après la photo, oui, quand même. C'est possible. Voilà pour la petite anecdote. Et on continue, on va parler de Fellowfly, qui est en fait, alors ça va être très rapide. Fellowfly, c'est quoi? C'est un nouveau système, enfin expérimenté en tout cas par Airbus, qui se base, on en reparlera un peu plus tard, et je voudrais qu'on rentre un petit peu dans ces recherches-là dans des émissions futures. C'est en fait le principe des oies sauvages. Vous savez, les oies sauvages, elles volent en quinconce, on va dire en formation, et elles profitent du tourbillon marginal qui est généré par celle de devant pour venir s'appuyer, ainsi économiser de l'énergie, jusqu'à 20 à 30% d'énergie qui sont économisées par les oies qui sont derrière. Et ben, on a eu l'idée de faire la même chose en aviation. Et comment ça va se passer? Ben, on va utiliser les tourbillons marginaux des avions qui sont en amont pour mettre un autre avion qui est derrière, qui va venir s'appuyer aussi sur ces turbulences de sillage, et on pense qu'on va pouvoir économiser 5 à 10% de carburant rien qu'en utilisant ces techniques. Donc, je vous en parle là, on en reparlera un peu plus tard au niveau technique dans la zone aéro, et peut-être même avec notre ami Michael, si vous vous souvenez, le fameux Michael à la tablette, il va peut-être nous voir pour nous parler un petit peu de tout ça. Donc, à suivre, mais voilà, vous connaissez maintenant le nom, ça s'appelle Fellowfly. On continue avec un petit jeu qui va peut-être vous plaire là pendant les fêtes, ça s'appelle Skycards. Est-ce que vous connaissez? L'objectif de Skycards, c'est donc un petit jeu qui est en lien, et ça a été développé aussi avec la fameuse application Flight Radar 24, cette application qui permet de voir les avions, où est-ce qu'ils partent, où est-ce qu'ils vont sur la carte. Et l'objectif, en réalité, c'est une sorte de jeu de cartes numérique qui est basé sur des avions réels qui sont suivis sur l'application. Donc, chaque carte va afficher des données authentiques, comme le type d'avion, la compagnie, la vitesse, l'altitude ou la distance parcourue. Et en fait, au-delà de ce petit jeu qui va amener de la culture aéro à ceux qui la font, c'est aussi de comparer une statistique avec celle de l'adversaire pour essayer de remporter le pli de l'adversaire et progresser dans les séries ou dans les défis quotidiens. Vous voyez, ils ont mis vraiment du ludique là-dedans. Donc, les cartes sont générées à partir donc, des vols réels en temps réel, ce qui va ajouter aussi un aspect stratégique et éducatif. Il est simple, il est visuel, il permet aussi aux enfants de jouer, donc dès 8 ans, 10 ans. Après, libre à vous de voir si votre enfant de 8 ans ou 10 ans, il a une appli avec un téléphone pour faire ça. En tout cas, il prend tout son sens pour les passionnés d'aviation qui apprécieront très certainement la précision des statistiques et le lien direct entre les avions qui sont sur les cartes et le trafic aérien mondial. Le jeu permet de découvrir aussi de nouvelles compagnies, de nouveaux modèles d'avions et des itinéraires tout en s'amusant. Donc, essayez-le. Skycards, édité par la société qui édite aussi Flight Radar 24. Il y en a qui vont s'amuser dans les aéroports. Voilà. Il y en a qui vont s'amuser en attendant leur avion, ils vont scruter les autres. Moi, je n'ai pas testé, donc je vous invite à tester et puis vous nous direz si c'est bien ou si ça ne vaut pas le coup. Après, vous nous direz, ouais, non, c'était pourri ou ah, mais non, si, c'était bien. Vous nous direz. On attend vos témoignages. Et puis, on va terminer, on est pile dans les temps, par la petite rubrique historique, on va dire, point sur l'histoire de l'aviation. Et évidemment, un 17 décembre, on ne pouvait pas faire autrement que de parler du 17 décembre 1903, puisque ce jour marque, on
on va dire, le premier vol des frères Wilbur et Orville Wright, les fameux frères Wright, qui réalisent à Kitty Hawk, en Caroline du Nord, 4 vols de quelques dizaines de mètres seulement à bord de leur biplan, les Wright Flyer, comme vous avez sur la photo, qui est très connue, hein, et qui marque techniquement et pratiquement la naissance de l'aviation. Après les premiers essais infructueux en vol plané, de nombreux ajustements d'ailleurs dans leur atelier qui se situe à Dayton, ils réussissent enfin un vol de 260 mètres, vous vous rendez compte, en 59 secondes, à une hauteur de 3 mètres du sol. Donc ce succès fait suite aux expérimentations antérieures de pionniers. On pense par exemple à Clément Ader, dont les vols à quelques dizaines de centimètres du sol n'avaient pas réellement débouché sur un essor concret. Donc là, c'était vraiment un step-up, hein, comme on dit. Et donc les Wright vont être un fabricant, enfin, ils vont devenir fabricants et passionnés de mécanique également, vont allier persévérance, innovation pour transformer leurs essais en une avancée historique. Les vols modestes mais décisifs sur, on va dire, sur la plage de Kill-Deville sont observés par des villageois aussi qui viennent voir, parce que tout le monde est intéressé par ce qui se passe. Et ils n'ont à ce moment-là pas conscience qu'ils sont en train d'assister à un tournant majeur pour l'humanité avec le développement de l'aviation qui va en découler. Ce premier vol pratique ouvre aussi la voie à l'aviation moderne, faisant des frères Wright les figures emblématiques de l'histoire de l'aéronautique, puisque, bah, vous voyez, 17 décembre, on en parle encore aujourd'hui, c'était un 17 décembre 1903, et quand on regarde bien, comme 1903, c'est pas si loin que ça. Donc vous vous rendez compte un petit peu des progrès technologiques qui ont été faits depuis l'époque. Moi, je trouve ça absolument sidérant. Qu'est-ce qu'il y aura encore au siècle prochain? Ah, ça laisse dubitatif. On y est déjà, on imagine les arrière-grands-parents qui ont connu les chevaux, les calèches, le début de l'aviation, qui maintenant voient des avions électriques, voire des drones autopilotés. J'imagine pour eux, ça doit être quand même une progression incroyable. Ils doivent trouver ça extraordinaire, ça c'est sûr. Ah oui. Voilà pour la rubrique actualité de cette dernière émission de l'année. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, sans problème. Bah écoutez, on a fait le tour. On enchaîne, hein, si ça vous dit. On va attaquer donc sur la séquence de ce soir. Un visage dans les nuages. On va retrouver un pilote d'exception ce soir, puisque c'est Philippe Delhomme qui va nous rejoindre dans un instant. Il a un parcours assez incroyable. Alors, on ne va pas changer la formule de d'habitude. La petite minute de présentation. Et puis après, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Mais vous allez voir, il va vous falloir un stylo, un papier, parce qu'il va falloir prendre des notes. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, c'est la séquence Un visage dans les nuages avec Philippe, qui est avec nous ce soir. Un visage dans les nuages? Les rencontres de la zone aéro. Et normalement, il est avec nous. Bonsoir Philippe. Eh bien, bonsoir, bonsoir Sébastien, bonsoir Cynthia, bonsoir à tous. Alors, on va faire la bonsoir, présentation. Philippe, le chat, Philippe. Voilà, comme ça vous vous connaissez. Merci Philippe d'être avec nous pour cette émission, cette dernière émission de l'année. Ça nous fait très plaisir, d'autant plus qu'on va avoir énormément de choses à aborder, puisque tu as un parcours qui est un petit peu exceptionnel. Et évidemment, on l'a dit juste avant toute chose, est-ce que tu peux nous faire une présentation de Philippe par Philippe en 1 minute, juste pour situer les choses? Je vais essayer. On va faire des raccourcis. Bah oui, donc moi, Philippe Delhomme, donc on parcourt rapidement en 1 minute, école de l'air en 1975. Ensuite, un cursus de formation de pilote de chasse, donc Salon de Provence sur Fouga, T33 à Tours, brevet de pilote de chasse, Mister 4 à Cazaux, pour continuer la formation, et ensuite à l'Académie du Mirage 3 à Dijon, où j'ai été formé sur Mirage 3, pour ensuite terminer en escadre de chasse à Luxeuil sur Mirage 3E, où j'ai passé 7 ans là-bas à grandir comme pilote de chasse, depuis pilote à instruction jusqu'à commandant d'escadrille. J'ai eu l'honneur de commander l'escadrille Lafayette, qui a un passé
assez remarquable. Et voilà, j'ai passé beaucoup d'années bonheur là-bas avec tout un tas de copains, dont Daniel Manzo qui doit m'écouter. Et on a grandi ensemble d'ailleurs là-bas, et donc on a des très bons souvenirs ensemble. Et donc en 86, ça nous amène en 86. En 86, j'ai passé le concours de l'EPNER. Et donc j'ai passé ensuite l'année 87 à l'ETPS. J'ai fait à l'Empire Test Pilot School, qui est l'équivalent britannique de l'EPNER français. Il y a des échanges qui ont lieu entre les écoles occidentales, avec les Américains également. Et j'ai eu la chance de partir en Grande-Bretagne. Une année difficile, très difficile, je crois la plus difficile de ma vie d'ailleurs. Ouais. Et donc, fin 87, j'ai débuté à Istres, au centre d'essai en vol à Istres, où j'ai passé 4 ans à essayer tout un tas d'appareils en tant que pilote d'essai étatique. Et à la fin, en 92, j'ai quitté l'armée de l'air puisque j'ai été aspiré par la SOCATA qui m'a demandé de prendre en charge les essais en vol de la SOCATA à Tarbes. Et donc là, je suis descendu du Rafale A pour monter dans un TB9 et ça m'a fait beaucoup de plaisir de repartir sur la petite aviation. Donc, j'ai eu 4 années de bonheur parce que je suis resté 4 ans en fait à la SOCATA comme à la direction des essais en vol là-bas, et j'ai fait tout un tas d'avions, tous les petits TB que vous connaissez bien pour ceux qui ont fait de l'aéroclub, jusqu'au TBM 700. Mise au point du TBM 700, c'était le début de l'aventure du TBM 700 qui est assez remarquable. Et puis en 96, j'ai été contacté par Dassault Aviation, par Bill Harvey, qui est ce moment le chef pilote. Et donc en 96, j'ai quitté la SOCATA pour partir chez Dassault, d'abord à Bordeaux, pour faire toute la partie sortie de chaîne, série, etc. Et puis ensuite, à partir de 2007, j'ai été nommé chef pilote d'essai et directeur du personnel navigant de Dassault Aviation, donc basé à Istres. Et donc, je suis parti au niveau du bureau à Istres. J'ai terminé ma carrière en 2019, voilà, comme pilote d'essai et chef pilote d'essai chez Dassault. Et depuis, je coule une retraite paisible et je fais voler un TB30 Epsilon avec grand plaisir. Ah oui, d'accord. Retour Ouais. chez SOCATA. Exactement. C'est ça. C'était pour ça que je suis très très content et très fier de voler sur TB30. Ouais. D'accord. Ok. Bon, voilà, les amis, vous avez le décor qui est planté. Donc, vous avez accès à tout un tas de questions. Hein. Là, Quel parcours. franchement. Alors, J'ose même pas sympa, poser. J'ose même pas poser la question de savoir si tu as préféré le Mirage, le Fouga ou le TB9. En fait, tous les avions. Avions. C'est vrai que les avions rapides sont particulièrement agréables, mais en fait, on s'aperçoit que sur les avions rapides, on ne voit pas grand-chose, alors que sur un TB9, on a le temps d'apprécier tout ce qui se passe en dessous et le temps qu'on passe en vol. Donc, c'est beaucoup d'agrément aussi. D'accord. Alors, la première question aussi que moi j'ai envie de poser, c'est évidemment pilote militaire. Est-ce que c'est une vocation pour toi d'attaquer en fait dans le militaire, ou est-ce que tu avais déjà des idées de pilote plus général avant de rentrer dans l'institution? Ah non, c'est une vocation, ouais, très jeune, ouais, très jeune, ouais. Je voulais faire pilote de chasse. Ouais. Au début, je voulais faire pilote de chasse embarqué, et donc pour faire pilote de chasse embarqué, il fallait faire naval, et j'ai appris que quand on faisait naval, il y avait on disait d'abord marin, et accessoirement, on pouvait être pilote de chasse. Donc je me suis dit, peut-être pas avoir beaucoup de chance, comme il y en a 3 par an à peu près, d'être pilote de chasse en faisant un naval, je vais me retrouver dans un sous-marin ou sur un bateau, c'est pas pareil. Donc j'ai passé l'école de l'air, et non, mais ma vocation était vraiment de faire pilote de chasse, et puis après m'est venue l'idée et l'envie de faire pilote d'essai. Ok, donc depuis tout petit, tu t'es dit j'ai envie d'arriver à ce projet-là. Oui, tout à fait, très jeune, ouais, j'avoue. Ouais. Et... Avec mon frère aîné, on courait en vélo, on habitait à côté de Versailles, on courait aux pistes d'Orly, regarder les avions décoller, ou à Tous une Noble, pareil, admirer tous ces petits avions qui partaient, c'était magnifique. Et tu avais des gens dans ta famille qui étaient dans l'aviation, qui auraient pu catalyser tout ça, non? Non, du tout. J'avais jamais volé avant. Non, il n'y avait personne dans l'aéronautique dans ma famille. Mon père était dans l'armée, mais l'armée de terre, il était dans les chars. C'était un peu différent, un peu plus lourd, mais voilà. Il y a Vince qui pose cette question, hop, on va l'afficher. C'est vrai, avec tout ça, combien d'heures de vol ça représente dans toute ta carrière? Ah, aujourd'hui, je dois avoir 13 800 heures de vol à peu près. Rien que ça. Voilà. Oui. Ok. Bon, mais il y en a qui ont beaucoup plus. Hein.
Donc, école de l'air, tu l'as dit. Comment est-ce que tu découvres les premiers avions militaires? Les premiers avions militaires, c'est une envie de découvrir les avions. Les premiers vols se faisaient à l'école de l'air sur mousquetaire. On avait donc une initiation à l'aviation. Donc on se faisait, il y avait du mousquetaire et il y avait du planeur. J'avais commencé par le planeur, je trouvais ça sympa. Et puis ça s'est pas très bien passé. Les instructeurs me donnaient toujours les commandes quand ça pompait pas. Et dès que ça pompait, ils reprenaient les commandes, ça m'agaçait. Et donc j'ai switché, je suis parti sur l'aviation moteur et là pour avoir les commandes. Et donc j'ai fait une petite progression comme tous les autres d'ailleurs sur mousquetaire, très sympa. Et après, ça a été la 3e année de l'école de l'air. Ça se passe à la direction des vols, la division des vols, et c'est sur Fouga Magistère. Et là, il y a déjà une petite marche à passer. Là, quand on passe du mousquetaire au Fouga, il y a une petite marche à passer, assez intéressante, mais c'était un super avion le Fouga. Ouais. Ok. Et après, c'est directement sur le Mirage 3? Non, après, on partait à Tours faire du T-33 pour faire et passer le brevet de pilote de chasse. À l'issue de la période Fouga, ceux qui étaient sur avion de transport partaient à bord en spécialisation et ceux qui étaient pilotes de chasse partaient à Tours faire du T-33. Et ça, c'était en 79. Et après, on partait à apprendre à faire un peu de manœuvre de combat et du tir aérien, du tir air-sol à Cazaux sur Mister 4. Et ça, Mister 4, c'était une belle aventure quand même, Mister 4, parce que c'était un monoplace, il n'y avait pas de biplace, il n'y avait pas de simu. Donc, on faisait des cours au sol. Et puis, lorsqu'on était prêt, on allait faire une mise en route, puis un rouleur. Et puis après, on partait tout seul dans notre Mister 4 en vol pour la première fois. Et j'avoue que c'était assez impressionnant de partir dans cet avion. Alors, il y avait un leader qui nous accompagnait, bien sûr, derrière, pour essayer de rattraper nos bêtises. Mais c'était incroyable de monter dans ce monoplace. En plus, il y avait une verrière qui glissait vers l'arrière. Donc, on pouvait rouler le coude à la portière. Alors, on faisait les malins, on faisait le fier, mais en fait, on avait les genoux qui claquaient en dessous de peur, mais on y allait quand même, quoi. D'accord. Et comment ça se passait du coup? Parce que quand tu pars tout seul en solo sur un monopilote, en fait, du coup, le leader derrière te guide à la fréquence et te dit il y a ça qui va pas, je vois que tu fais ça, il faut le faire comme ça. Oui, un peu, ouais, voilà. Il voit assez bien l'attitude d'avion et à ce qu'on fait. Et il essaye, c'est pas un boulot facile pour lui, hein. Il essaye d'imaginer comment on est dans l'avion. Il nous donne des conseils. Mais avant, on a un gros briefing, bien sûr. On a un certain nombre de manœuvres à faire et on les fait. Mais après, les premiers vols, ils font attention parce qu'il faut décoller, il faut revenir se poser. Et le Mister 4 a une particularité, c'est que il n'aimait pas, son décrochage à basse vitesse n'était pas sain du tout. Donc, et puis si on se posait trop vite, il n'y avait pas de frein, donc on terminait au-delà de la piste. Donc on était très surveillé sur la vitesse d'approche. Si on était trop bas, on risquait de se casser la figure, et si on était trop rapide, on sortait en bout de piste. Donc c'était assez particulier quand même. C'était presque les prémices, on va dire, des pilotes d'essai, parce que finalement, monter dans un avion sur lequel on n'a jamais volé, c'est un petit peu de ça. Ah ouais, c'est vrai, ouais, tout à fait, ouais. Mais j'avais pas encore l'idée à ça là. Il y a 2 questions qui viennent de tomber. La première, c'est Run to the Sec qui la pose, qui dit le Mister 4. Est-ce que c'est bien celui qui passait le mur du son quand léger piqué? Oui, c'est ça. On nous faisait passer exactement. On nous faisait passer le mur du son en piqué. Il fallait s'y reprendre parce qu'on avait le droit. C'était une mission, c'est la mission mur du son. Et il fallait vraiment piquer parce qu'autrement, si on était trop timide, on passait pas le mur du son. On arrivait trop bas et le leader nous faisait redresser et il disait tant pis, t'as pas passé le mur du son. Donc oui, tout à fait. On passait le mur du son en piqué. Ok. Et Philémon qui pose cette question. Donc, pilote d'essai chez Dassault, il demande si tu as fait du Rafale, F2, F3. Ah oui, alors j'ai eu la chance de faire tous les Rafales. Moi, j'ai commencé à faire du Rafale au centre d'essai en vol à Istres. J'ai fait du Rafale A, puisque je m'occupais des essais moteurs du M88. Le Rafale A était équipé avec un M88 à gauche et le F404 américain à droite. Et donc, j'ai commencé à voler sur
sur Rafale A là-bas à Istres. Et puis après, à la Socata, j'ai abandonné le Rafale, bien sûr. Je me suis concentré sur les avions monomoteurs, très sympa. Et en venant à Bordeaux, c'est ça qui me faisait plaisir de revenir chez Dassault. Derrière, c'était de refaire j'ai fait du Mirage 2000, du Rafale, et après j'ai refait tous les Rafales. J'ai fait du Rafale M, du C, du B, et les différents standards petit à petit qui se sont développés. Ouais, tout à fait. Et dans les Mirages, tu as fait lesquels avant tout ça? Des Mirages, j'en ai fait Mirage 3E beaucoup. Mirage 3E à Luxeuil, à la 4e escale de chasse. Il fait à peu près 1500 heures de Mirage 3. Et après au CEV, le Mirage 3 faisait partie de la flotte de basique pour les essais. Mais on faisait également du Mirage F1. Et après chez Dassault, j'ai fait tous les Mirage 2000. 2000C, 2000B, 2000N, 2000D. -5, -9, enfin voilà, tout ce qui passait chez Dassault, j'ai beaucoup de Mirage. D'accord, ok. Je vais essayer. Oui, Et- Cynthia, tu veux poser une question et pendant ce temps, je vais afficher déjà une première image. Voilà, vas-y, Oui, Cynthia. je voulais demander, du coup, comme tu as vu toutes les évolutions de tous les Mirages et de l'ensemble du coup des avions de Dassault, qu'est-ce que c'est qui t'a le plus impressionné dans cette évolution? Quelle est je sais pas, l'évolution que tu retiendras en disant, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve qu'ils ont fait qui est formidable et qui marque l'histoire de la technicité de Dassault. C'est sûr que c'est les commandes de vol numériques, électriques numériques qui ont été mis sur le Mirage 2000. Je me souviens, on était sur Mirage 3, on allait à Cazaux régulièrement, tous les ans, faire une démonstration de tir sur place, et il y avait également en même temps des Dassault qui présentaient ses nouveaux avions, et il y avait Guy Maurouard qui présentait le Mirage 2000. Et il faisait des figures, en particulier des boucles à basse altitude en Mirage 2000. Et nous, on était là sur Mirage 3, on disait, mais si on fait ça, on est mort tout de suite, on n'est pas possible. Il passait sur le dos à une altitude qui était extrêmement faible, deux fois plus faible que ce qu'on aurait pu faire, et encore en Mirage 3. Et il passait tranquillement au-dessus du sol en contrôlant son avion. Et c'est vrai qu'après avoir fait du Mirage 2000, c'est marrant de voir comment les évolutions, c'est-à-dire c'est deux avions à aile delta, tous les deux qui se ressemblent beaucoup, mais les commandes de vol électriques ont amené une telle capacité pour le pilote d'évolution qui sont incroyables. Alors le Rafale est encore meilleur, bien sûr, avec ses canards, et il est extrêmement agile. Il pousse beaucoup plus, donc le Rafale est encore largement au-dessus. Et après, au niveau toute l'architecture du système d'armes a été également beaucoup évoluée, quoi. Mais pour moi, le plus gros apport, comme sur les avions civils d'ailleurs, c'est les commandes de vol électriques. Quand on est passé du Falcon 900 au Falcon 7X, c'était incroyable la différence. Ok. Oui, on voit une belle photo. Ouais. Oui. Je vois très bien qui c'est qui te l'a donné, celle-là. Une photo du 2-4 Lafayette. C'était à nos débuts, là, quand je vois qu'il y a comme commandant d'escadrille, c'était à tout début. On dit ça dans les années 80, ça. Ok. Voilà, donc il va y avoir deux, trois petites photos qui vont apparaître. Ouais. Je crois qu'il y en a une autre derrière, je crois. Il y a celle-ci. Ah ouais, celle-là, elle est faite. Ouais. D'ailleurs, c'est le casque de Daniel Manzo, à mon avis, qui est dessus. Parce que le mien il avait pas son casque, il était beau. Pour faire la photo, le mien était tout blanc, classique, ça ne me plaisait pas, donc j'avais emprunté son casque. Et on remarque encore le coude à la fenêtre. Et le coude à la fenêtre, déjà, pour faire à l'aise, quoi. Voilà. Et il y a aussi Décontracté. celle-ci. Ah ouais. Alors là, ça a été plus ancien. Ouais, à mon avis, là, non, il y a tiens, Ours Auto. Ouais. Ah ouais, je sais plus où c'était. C'est en campagne de tir, peut-être, ou je sais pas. Ouais, très sympa. Il y a une bonne bande, là. Ah ouais, Voilà. avec Casa et tout. Sacrée bande. Ah ouais. Ah ouais, Très bon souvenir. on a eu accès à quelques petites photos sympas. Mais, 2-3 fois, ouais. Ah ouais, Luxeuil, c'était quand même. Personne ne voulait y aller, je me souviens. Parce qu'à la fin de Cazaux, on a un classement. Et après, donc, les différentes affectations étaient faites suivant le classement. Donc, le premier, il disait, moi, je vais aller là. Le deuxième, le dernier, il prenait ce qui restait. Et à Luxeuil, personne ne voulait aller à Luxeuil. Parce que Luxeuil, c'était le 3E.
C'était les bulldozers Stratus, comme on dit là-bas, c'est-à-dire qu'on faisait de la pénétration basse altitude tout le temps. Donc, on était toujours en bas, dans les nuages, par mauvais temps, tout seul dans notre avion. Et donc, tout le monde ne jurait que par le Mirage F1, la défense aérienne, chasseur aux yeux bleus, etc. Et donc, le colonel qui s'occupait des mutations nous avait dit que cette année, dans les 5 premiers, il faudra que ceux qui ont, il y a 2 places pour Luxeuil et les 2 places doivent être prises dans les 5 premiers. Et donc, j'avais un très très bon copain, Gilles Desclos, et on s'est regardés tous les deux et on a dit, on était dans les 5 premiers, on a dit, on va aller à Luxeuil. Et je ne vous raconte pas le soulagement des autres. D'accord. On a passé des années extraordinaires. Moi, j'ai passé des années extraordinaires là-bas. Alors, la photo, a priori, c'est la Coupe Centaure. Ah oui, la Coupe Centaure. Oui. Ah oui, on l'a gagné assez souvent, de 4 la Coupe Centaure. Belle bagarre. J'avais justement une question sur l'incorporation dans cette unité. Comment c'était quand on arrive, justement, on est jeune pilote, on arrive dans l'école, comment est l'ambiance? Parce qu'il y a des traditions dans les escadrons de chasse. Comment est-ce qu'on découvre tout ça? Ouais. Il y avait des traditions très fortes à Luxeuil en particulier. Et on vit ça. Quand on est arrivé, je ne sais pas comment se souvient Daniel. Moi, quand je suis arrivé, je me souviens, c'était encore assez dur. On rasait les murs quand même, les pilotes à l'instruction, on rasait les murs. Les commandants d'escadrille étaient assez puissants. Nous, on avait 2 commandants d'escadrille qui avaient forte personnalité, en particulier un comme Ajda, qui est devenu après leader de la patrouille de France d'ailleurs. Et il y avait quand même il fallait raser les murs et faire le boulot, donc ce qu'on faisait. Et puis donc on a grandi là-dedans, petit à petit ça s'est décontracté. On avait des leaders extraordinaires qui nous apprenaient notre métier. Et au bout d'un certain temps, je ne sais plus combien de mois, après, on était choisi par une escadrille. Et puis, on avait l'intronisation. Donc, il y avait l'escadrille dite des Canards, qui était représentée par la Cigogne. Et puis, l'escadrille des Sioux, l'escadrille originaire Lafayette, quoi. Effectivement, là, il y avait un pot, une intronisation. Et en tout cas, pour les Sioux, moi, je n'ai pas connu l'autre, mais j'ai été intronisé Sioux. Et c'était assez solide, ouais. C'était assez solide, là. On imagine. Les pavures de guerre, tout un tas de choses. Ouais, sacrée tradition. Et le bar tournait, à Luxeuil au début, le bar tournait très très fort quand même. Comme c'était Luxeuil, une base reculée dans les Vosges où il y avait pas mal de célibataires. Il n'y avait pas grand chose à faire dehors. Hein. C'est quand même une sous-préfecture de la Haute-Saône et quand on est arrivé, on nous disait toujours tu verras la Haute-Saône c'est super, tu t'en aperçois parce que quand tu rentres en Haute-Saône, c'est là où les vaches sont plus belles que les filles. Donc désolé Cynthia. On les salue. Mais elle n'est pas de Haute-Saône, non, du tout, vu son accent. Et donc, ça donnait déjà un aperçu de l'endroit où on arrivait. Donc, le bar était quand même assez utilisé le soir et le whisky coulait à flot quand même. Hein. Mais moi, il m'avait quand même, sur l'arrivée, mon pot de lâcher, je crois, j'avais fini complètement ivre dans le jardin du commandant d'escadron. Oh. Je me souviens de rien. Quoi. Parce qu'ils nous faisaient boire, quoi, les jeunes, ils nous faisaient boire. Ouais. Mais ça a un peu évolué après, ça a un peu évolué. C'est pour ça que vous voyez les vaches plus belles que les filles, parce que justement, vous avez plus les idées claires. Non, par contre, ça devait être quand même assez bien de se retrouver comme ça, parce que quand on connaît personne et qu'on arrive tous, j'imagine, des 4 coins de la France et se retrouver tout seul avec toutes ces personnes qu'on connaît pas, je pense que ça resserre les liens. Ah oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il y avait une ambiance extraordinaire, une vraie ambiance escadron. Ouais. Ça se ressent en plus quand tu le racontes, parce qu'on a l'impression de le revivre. Justement, avec le parcours de direct que tu as fait et avec tout le suivi, on va dire, logique de ta carrière, la patrouille de France, c'est quelque chose qui t'aurait plu ou pas du tout? Alors oui, j'avais postulé. J'avais postulé pour la patrouille de France, c'était ça, et j'avais postulé pour l'Epner aussi, c'est pareil, parce que c'est en fin de commandant d'escadrille. Et le commandant d'escadre, c'était Marc Ambert, ancien leader de la patrouille de France aussi. Et il m'a clairement fait comprendre que j'avais aucune chance, parce que les 2 derniers leaders venait de Luxeuil. Donc il m'a dit de toute façon les 2 derniers leaders viennent de Luxeuil, donc tu n'as aucune chance parce qu'on va croire qu'il y a une filière. Donc ce sera forcément pas toi. Voilà. D'accord. Donc j'ai dit il n'y a pas de souci, je tente l'Epner. Voilà. Ok, d'accord.
Donc, Epner, les essais en Mon vol. ami et compagnon de tout le temps, Daniel Manzo, lui a fait une grande carrière et magnifique à la patrouille de France. On en a déjà parlé un certain nombre de fois. Voilà. Et donc, l'Epner, finalement, on quitte l'institution, on rejoint l'Epner, et quelque part, on se retrouve à nouveau sur les bancs d'école. C'est un challenge. Ah ouais, les PNR, c'est un gros challenge quand même, moi, j'ai trouvé. Ouais. Bon, comme il faut vraiment avoir envie, c'était mon cas. Rien que le concours de la préparation, déjà, je me souviens, j'avais pris des semaines de vacances tout seul et je retournais à Nancy me faire prendre des cours par les profs de maths et physique, de maths sup, maths spé au lycée de Nancy, puisqu'il y avait les épreuves étaient quand même, quand on faisait les annales, étaient assez complexes. Donc j'étais parti faire ça. J'ai eu la chance d'arriver à passer le concours et d'être pris. Voilà, parce qu'on n'apprenait pas beaucoup et j'ai eu de la chance d'être pris. Ok. Et comment tu l'as vécu Qu'est-ce que justement c'est Ah oui, voilà, c'est ce que j'allais poser comme question. Vas-y, Cynthia. Non, j'allais demander juste qu'est-ce que c'est qui t'avait le plus motivé à aller justement à l'EPNER? C'était, je sais pas, d'essayer des nouvelles machines, l'adrénaline justement de l'expérience d'un vol pour la première fois. Qu'est-ce que c'est qui a motivé ton envie d'y aller? Ah bah, ouais, t'es un peu haché. Hein, parce que ma motivation pour les essais en vol, mais ma motivation des essais en vol, c'était de mettre au point des avions. Moi, j'ai toujours été assez intéressé par la technique, comment ça volait, pourquoi, etc. Et puis d'améliorer les avions. Donc voilà. Donc je me suis dit ça doit être un magnifique métier. De réfléchir sur comment améliorer l'interface homme-machine en particulier. Et donc ça m'a pas mal motivé de faire ça. Côté technologique, je parle. Ouais, côté technologique, ouais, tout à fait. Ok. Cynthia, encore quelque chose là-dessus? Non, vas-y, tu peux y aller. Ok. Donc, on a parlé du passage de la Socata, donc du TBM, enfin du TB9 au TBM. Le TB30, il était déjà en service quand tu y étais? Alors oui, bien sûr, ouais, le DB30, le mien, l'un des derniers livrés, celui que j'ai, c'est le 155, il était livré en 88 à l'armée de l'air. Et toi, moi, je suis arrivé en 92 à la Socata, donc ils étaient tous livrés, et donc on faisait des vols la Socata avait eu le marché de la maintenance, donc on faisait toutes les grandes visites, toutes les sorties de grandes visites, ils arrivaient régulièrement l'un derrière l'autre à Tarbes et on faisait les sorties de grandes visites avant de les redonner à l'armée de l'air. Mais surtout, on développait et on tentait de faire accepter par l'armée de l'air. La Socata avait développé l'Oméga, qui était le TB30 avec une turbine. Donc, c'était un nouvel avion qu'on mettait au point et que j'allais présenter régulièrement à l'armée de l'air, à faire voler tous les généraux, etc., pour essayer de leur faire accepter de prendre le TB31, il s'appelait TB31 Oméga, pour prendre la succession du TB30 après, et de l'Epsilon. Pourquoi ça n'a pas marché? Et également du Fouga. Ça n'a pas marché parce qu'il y avait d'autres avions en concurrence, en particulier le Tucano. Ouais. Et il y a eu des hélicoptères qui ont été vendus au Brésil. Et il y a eu un marché de compensation qui a été fait avec le Brésil. Et donc, du coup, la France a pris des Tucano et a pris également les Xingu pour avoir. D'accord. Les Embraer Xingu. Voilà. Et donc, du coup, on a arrêté l'Epsilon, l'Oméga. Ok. Et après, donc le fameux, on va dire, marché ou projet du TBM, qui est encore aujourd'hui, peut-être plus que jamais aujourd'hui, un avion phare. Ah ouais, tout à fait, oui. Ouais. Moi, je suis arrivé, le TBM, j'ai pris la place de Bernard Dorance, qui partait à Toulouse à l'aérospatiale. Et donc, la place était libre, c'est pour ça qu'il m'avait demandé de venir, pour s'occuper des essais en vol. Lui avait fait les tout premiers vols du TBM 700, et moi, je suis arrivé à ce moment-là pour prendre la suite. Et donc, j'ai fait tout le développement du TBM pendant 4 ans, toutes les versions militaires en particulier, parce qu'on en a donc l'armée de terre en a acheté, après la DGA en a acheté, et après on en a vendu beaucoup à l'extérieur aussi. Et je suis toujours en relation avec
avec la Daher maintenant, parce que Sokata a été vendu et c'est Daher qui l'a acheté. Et donc, j'ai la chance de continuer à voler de temps en temps sur TBM et de faire voler le 960, voire le 900, voilà, le dernier, le 960, qui est une machine incroyable. Quand je vois ce qu'ils ont fait, et je les félicite tous les jours, ils ont fait une évolution incroyable de cet avion. Et au niveau QT, parce que moi, c'était une question aussi que je me posais, quand on est pilote d'essai, quelque part, c'est nous-mêmes qui créons les QT, les mises en place de procédures et toutes ces choses-là. Donc, on ne peut pas être qualifié au départ. Donc, finalement, cette QT, elle s'obtient par équivalence? Alors, ça a été un gros sujet. C'est que au début, moi, quand je suis arrivé, effectivement, en particulier, alors au début, je faisais que de l'avion militaire. Quand j'ai commencé, alors à la Sokata, il n'y avait pas de QT, c'est le TBM 700. C'était, si, il y avait une QT TBM 700, ouais. Donc effectivement, mais celle-là, donc en tant que pilote d'essai, on l'avait d'office, on l'avait donné d'office. Mais j'ai jamais eu, pour la petite histoire, je ne l'ai jamais eu entériné, puisque quand là, je suis retourné faire du TBM chez Daher depuis 2019. Et ben, j'avais pas la QT, donc j'ai dû passer la QT TBM et faire toute la QT complète du TBM d'ailleurs. Ils n'ont pas voulu faire la loi du grand-père, comme on dit d'habitude? Non, bah non, pas voulu, non. Ah. Et alors sur les Falcons, effectivement, on mettait au point les Falcons, on faisait les premiers vols, et c'était amusant, il y avait des grosses discussions. Maintenant, ça a évolué un petit peu avec à partir du moment où la licence de pilote d'essai est devenue européenne et non plus française. Avant, il y avait une licence française, une licence britannique, une licence allemande, etc. Chacun avait ses critères pour les pilotes d'essai, avec ses avantages et ses inconvénients. Et donc, je ne sais plus en quelle année, ça doit être dans les années 2010 par là, il y a eu une réglementation européenne qui a homogénéisé tout ça. Mais avant, je me souviens, par exemple, si on prend le 7X, moi j'ai fait le premier vol du 7X et j'ai fait tous les essais du 7X. Et puis après, il a fallu mettre au point effectivement la formation et la qualif de type. Donc c'est tout ça, c'est les pilotes d'essai qui s'occupent de tout ça aussi. Et donc je me souviens quand on a fait voler pour nous, pour qu'on l'ait, on a fait voler l'OCV, l'officier de contrôle en vol, qui était responsable de tout ça au niveau de la DGAC. Et il est venu voler, on lui a fait faire un vol, il s'est donné la QT, et après on a volé avec lui, il nous a donné la QT, pour qu'on puisse la mettre sur notre licence. Et aux États-Unis, c'était pareil. Aux États-Unis, pour avoir la licence américaine, la QT américaine, parce que on faisait voler les inspecteurs de la FAA. Donc, on était pilote de sécurité, on leur expliquait tout, ils apprenaient l'avion, et ensuite, ils se donnaient eux-mêmes, entre tous les deux, ils donnaient la QT. Et après, ils nous faisaient passer la QT. Mais alors, aux États-Unis, ils nous faisaient faire toutes les manœuvres qu'ils avaient faites. Les virages à 45 degrés, les simili-décrochages, etc. C'est assez rigolo. Ça doit être assez comique, oui, justement. Ouais. Un petit peu du théâtre. Et voilà. Et après, à partir du moment où la réglementation européenne est arrivée, à ce moment-là, il y a eu une loi qui disait que si on justifiait d'un certain nombre d'heures de vol en essai et de participation au développement de l'avion, on avait la QT d'office, qui est le cas maintenant. D'accord, ok. On reparlera justement du projet 7X parce qu'on en parle encore beaucoup aujourd'hui, mais sur cette partie, on va dire Sokata, peut-être même la partie Epner, est-ce que tu aurais une anecdote ou en tout cas peut-être un souvenir d'un avion atypique, d'un avion marquant que tu as encore aujourd'hui en tête? Un avion atypique marquant, ils sont tous. Non, j'ai pas. Le plus marquant, c'est quand même le Rafale, c'est sûr. Après, dans ma carrière, c'est sûr que c'est le plus bel avion que j'ai fait voler. Après le TBM, moi j'ai adoré le TBM. J'ai fait tellement de choses avec cet avion. J'ai sillonné le monde entier en démo, en essai, que le TBM, pour moi, et puis, il est un peu cher, il faut que j'en achète un. C'est dommage parce que j'aimerais bien en avoir un pour moi-même, quoi. Et c'est un avion remarquable qui est capable de tout faire, d'une solidité incroyable et d'une efficacité incroyable. Le TBM 700, c'est une très, 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 très belle machine, très belle réalisation française, quoi. Tu as été pilote de prise de vue. Je pense qu'on en reparlera aussi un petit peu tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça que j'ai une nouvelle qualif. Alors attends, parce que il faut que je te demande, j'ai les iPods, ils sont en panne de batterie, là. D'accord. Et dans les oreilles, il faut que je repasse sur. Ok. Pas de problème. En attendant, on va montrer une petite photo, tiens. Hop, comme ça va meubler. Ouais. Alors attendez, je vais faire. Est-ce que j'ai accès? Ça doit être là que j'ai accès au.
Ah non, ça Voilà. va être là. Hop. Et regardez, photo en tenue, avec derrière un Falcon, puisque on t'a vu aussi beaucoup au niveau du salon du Bourget, évidemment. Ah ouais. Hop, et là, Là, Barre des on faux. entend. Et là, Ouais, là c'est bon. tu m'entends bien? Oui, oui, là c'est bon, ça va. Il y a un petit peu Ah, plus ouais, je suis d'écho, passé sur les- mais ça va. C'est Ouais, parce que je suis passé du coup sur l'ordinateur là. OK. C'est bon quand même? Oui, oui, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Ok. Euh, Attends, je vais mettre ça. J'avais une petite question. Ah oui, ça Combien c'est. il faut compter Vas-y, Cynthia. Je voulais demander juste combien de temps il faut compter, toi par exemple qui a homologué le TBM, combien de temps, on va dire conditions réunies, que tout va bien, il n'y a pas de problème de météo ou quoi que ce soit, combien de temps il faut compter de la prise en charge quand on te donne le manuel, on te dit ben voilà ce qu'on attend de toi, et la sortie de l'avion où tu dis ça y est, j'ai fait tous les essais, pour moi il peut partir, c'est bon, voilà ce que je sors ce que j'en conclus. Je suis désolé, mais c'est très haché. Moi, je t'entends très haché. Ah. Ah, mais ça... écoutez, moi, ça va. Alors, Cynthia, est-ce qu'éventuellement, tu peux essayer de te déconnecter, te reconnecter? Comme ça, on te récupère tout de Moi suite. On va essayer. Non, non, Cynthia. Ah ouais. Voilà, elle va revenir tout de suite. En fait, Je suis elle pas sûr demandait, de- elle posait cette question, et c'est aussi la question que je voulais poser au travers du projet Falcon 7X. Comment se passe le projet de A à Z, on va dire du papier jusqu'à la certification, et à quel moment, toi, en tant que pilote d'essai, tu interviens? Ah bah c'est ça qui est hyper sympa quoi, et enthousiasmant et passionnant, c'est qu'on rentre dans le programme depuis la feuille blanche. Alors nous les pilotes d'essai, on s'occupe surtout de tout ce qui est interface homme-machine, définition du cockpit, et puis on intervient dans dans les systèmes aussi, parce que c'est nous qui écrivons toutes les procédures normales et toutes les procédures anormales et procédures emergency. Et donc on fait toutes les analyses de panne, on participe à toutes les analyses de panne, parce que c'est à partir de là qu'on construit les procédures, et avec les ingénieurs. Et donc on participe beaucoup à la définition des systèmes, parce qu'il arrive que les ingénieurs nous fassent des systèmes hydrauliques, des systèmes de fuel, etc., et qui sont inutilisables en fait. Déjà sur le plan normal, on leur dit c'est trop compliqué à utiliser, et puis des fois, après en emergency, lorsqu'on perd un système ou n'importe quoi, on leur dit mais là la checklist, personne ne va y arriver, on va se tromper, etc. Donc on intervient beaucoup à ce niveau-là pour simplifier des fois les systèmes ou améliorer la conception des avions. Et on intervient aussi sur les performances. Voilà, les performances, on nous demande, parce qu'on a quand même une très bonne connaissance des perfos avions, de ce que veulent les clients. Donc, on joue beaucoup aussi sur les performances. Qu'est-ce qu'il faudrait voler à telle altitude, telle vitesse, décollage, atterrissage, etc. Voilà. Et donc tout ça part depuis le départ, depuis la feuille blanche, bien sûr, puisque les systèmes sont définis petit à petit, on intervient petit à petit. La définition du poste de pilotage, elle intervient tout de suite aussi. Et donc on grandit avec l'avion. Il y a des réunions sans arrêt. Les réunions sont principalement, les bureaux d'études sont à Saint-Cloud, donc on passe beaucoup de temps à Saint-Cloud, à Paris. Là, c'est à Saint-Cloud qu'également on a des simulateurs pour mettre au point les commandes de vol. Donc sur le 7X, il y avait toute la mise au point des commandes de vol numériques qui nous a pris beaucoup de temps, qui était extrêmement intéressante. Et puis après on arrive, pendant ce temps-là les morceaux d'avion se font dans les différents endroits, et puis tout arrive à Bordeaux, et à Bordeaux on assemble le premier avion, le premier, les mécaniciens s'occupent de tout ce qui est mise au point, et première mise au point, première alimentation électrique, etc. Et puis premier point fixe ils font, et puis nous on intervient ensuite, une fois que ils pensent que tout est bon, on intervient à faire des points fixes avec eux pour s'habituer à l'avion. Et puis après, on passe au premier rouleur, donc des rouleurs extrêmement basse vitesse. On roule tout doucement pour voir que ça freine bien, que ça tourne bien, que tout fonctionne normalement. Puis après, on accélère petit à petit la vitesse sur la piste. Et puis, on va jusqu'au lever de roulette, comme on dit. C'est-à-dire qu'on fait comme si on décollait. On nous donne une vitesse à laquelle on pourra le faire déjauger l'avion, lever la roulette. On maintient la roulette en l'air pour voir que tout se passe bien. Puis après, on repose la roulette. Il y a eu quelques cas comme ça où, en fait, au lever de roulette, l'avion a fait son premier vol parce qu'il a décollé également le train principal. Mais bon, il se repose dans la foulée.
Et à l'issue de ça, alors après chaque roulage, chaque mise en vitesse, tout ça, il y a évidemment un temps pendant lequel tout est analysé, tout est pour vérifier que tout fonctionne bien comme prévu, etc. Donc ça se fait pas à la suite. Il y a quelques jours qui séparent chaque étape. Et puis après on part pour le premier vol et ensuite tous les vols s'enchaînent jusqu'à la certification. La certification se fait avec les pilotes des organismes certificateurs, donc les ASA, la FAA principalement. C'est les 2 premières certifications qu'on obtient. Donc on fait des vols avec eux. Et à l'issue, la certification est prononcée. Et après, il y a les premières livraisons. Donc on est également instructeur. Donc on fait la formation des premiers pilotes clients et les premières livraisons. Et des fois aussi, on les accompagne sur les premières missions qu'ils font pour qu'ils s'habituent à l'avion et qui bloquent pas l'avion pour une petite panne bénigne. Ils n'ont pas forcément tout compris, donc ça aide beaucoup les clients et ça les rassure qu'on parte avec eux au début. Donc il faut une casquette de pilote, d'analyste, de scientifique, de pédagogue, donc d'instructeur. Il faut être multifacette. Ah ouais, mais c'est ça qui est fabuleux, quoi, parce qu'on touche à tout, quoi. Et d'ailleurs, moi j'ai toujours poussé à ce que tout le monde fasse instructeur. C'est plus compliqué d'être instructeur maintenant, mais j'ai toujours voulu que les pilotes d'essai soient instructeurs, parce que c'est incroyable ce qu'on apprend quand on est. Vous êtes tous instructeurs, je trouve que c'est incroyable ce qu'on apprend sur l'avion. Alors je parle pas des gens, mais sur l'avion, c'est-à-dire que lorsqu'on est sur le jump seat et on regarde les deux personnes et qu'on les instruit, qu'on leur met des pannes, etc. Et on regarde, et donc on a une succession d'équipages comme ça. On voit qu'il y a plein d'endroits où l'avion, où les procédures sont mal conçues, quoi. Ils butent tous sur la même chose et au même endroit. Ça veut dire que l'avion, à cet endroit-là, pêche par un défaut, quoi. C'est très très intéressant de faire l'instruction. Et du coup, c'est remis dans la moulinette. Souvent, oui. Ensuite, c'est trop important, on s'aperçoit, c'est remis sur la moulinette au standard suivant. On essaye, mais ça coûte très cher à chaque fois. Donc souvent, on dit, faut vivre avec. Par contre, en revanche, on l'utilise beaucoup sur les avions suivants. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que quelque part, vous amenez une tranche d'humain en plus dans le développement? Parce qu'il y a de l'ergonomie, il y a toutes ces choses-là. Oui, c'est sûr qu'on amène certaines choses. Ouais. Moi, je me suis battu sur certains trucs en disant certaines choses, en disant que les ingénieurs ont tendance à mettre que des automatismes partout, tout est géré automatiquement et ils disent que le pilote, de toute façon, il fait que des conneries et à la limite, il faudrait l'éliminer. Donc, je dis que le pilote, quand même, il y a beaucoup de situations où il a sauvé les machines et grâce à son ingéniosité et à sa perspicacité. Parce que certes, il y a des endroits où c'est toujours forcément, c'est des accidents, on retient que ça, mais on retient pas tous les cas où le pilote a quand même sauvé des situations incroyables, quoi. Donc, je m'étais battu sur le fait, moi je voulais, je sais pas si vous vous souvenez, avec le 7X, et on tous été immobilisés parce qu'on avait eu, d'ailleurs un moment crucial, c'était pendant une réunion de G20 ou je sais pas quoi qui avait lieu à Deauville, où un avion client, un 7X client était parti en pitch-up, il y avait un déroulement de trim du côté en Indonésie. L'équipage en était finalement sorti parce que l'avion avait finalement réussi à annuler la panne de trim et s'était posé, mais on avait appris ça et donc on avait dans la foulée, nous comme on n'a pas compris, on a bloqué, groundé toute la flotte de 7X. Ouais. Et il y avait en particulier à Deauville, il y avait Sarkozy qui était avec son 7X de l'armée de l'air et il y avait Poutine qui était avec son 7X aussi parce qu'il avait un 7X à ce moment-là. Et donc, à l'issue de ça, sur les avions suivants, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a dans le système de boîtier qui gère tout ce qui est trim, il y a eu un petit dysfonctionnement électrique qui a fait un déroulement de trim et qui a masqué la première sécurité. Et donc, la sécurité qui a fonctionné, c'est la sécurité thermique, c'est-à-dire que le moteur tournant indéfiniment, il a chauffé et la sécurité thermique a annulé le fonctionnement du moteur principal. Il a fait passer sur le moteur secours dans ce cas-là. Le moteur secours, lui, qui fonctionnait encore. Et donc, moi, j'avais demandé à ce que le pilote puisse passer automatiquement sur le moteur secours. Mais ça, par exemple, on a toujours refusé ça.
Parce qu'on m'a dit, mais les pilotes vont appuyer dessus de façon intempestive ou n'importe quand, etc. Et donc, ils vont faire plus de conneries si on leur met. Je suis pas sûr du tout, je suis toujours pas sûr. Ok. On va prendre quelques questions qui sont dans le chat. J'en ai mis de côté déjà depuis un petit moment. Bon, on en a parlé déjà, mais on peut peut-être ajouter quelque chose. C'est possible de décrire le métier de pilote d'essai dans les grandes lignes. Comment est-ce que ça se passe avec le constructeur? Comment ça se passe avec le constructeur? Très bien, parce qu'on est des pilotes constructeurs. Donc voilà. Après, c'est juste des discussions, des débats au sein, mais chez Dassault, il y a une ambiance, il y a une superbe ambiance, quoi, des ingénieurs de pointe. Et donc, moi, j'ai passé des années, mais à la Socata aussi, des années magnifiques dans les deux cas, quoi, à discuter chez le constructeur. Parce qu'en fait, on a tous la même optique, c'est de développer le meilleur produit possible et le produit le plus sûr possible, quoi, voilà, de façon à le vendre et que les clients soient extrêmement contents de leur avion, quoi. Cette question de Run to the Sky qui dit petite question technique. Il paraît qu'à haute vitesse, la verrière s'échauffe et brûle en raison de la friction de l'air. Est-ce que tu confirmes? Oui, puisque c'est pour ça que il y a une vitesse limite sur les avions de chasse qui est en général de 750 nœuds et on a un voyant de température, un voyant LIM qui s'allume pour dire parce que c'est un voyant de température d'ailleurs des fois et le Concorde était limité pareil. Effectivement, les frottements font énormément de l'air, font chauffer toutes les parties bord d'attaque, etc. et en particulier les verrières. Et si on allait trop vite sur un mirage, on pouvait avoir la verrière qu'on ne voyait plus au travers, quoi. Ouais. Ok. On parlait juste avant de l'évolution technologique, on parlait justement aussi des automatismes qui visent à remplacer, entre guillemets, les pilotes, donc bonne idée ou mauvaise idée. Comment est-ce que toi tu vois l'évolution justement des avions modernes? Et je pense notamment chez Dassault au projet SCAF, puisque maintenant, il va y avoir un avion leader, entre guillemets, qui va communiquer avec des drones. C'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée? On en est où de tout ça? Là, le SCAF, c'est un gros sujet et assez compliqué. Alors, si on revient d'abord sur les automatismes, moi je suis pour les automatismes. Parce que c'est incroyable, ça fait faire des choses. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et je considère que le pilote doit rester. C'est là, l'ergonomie est importante. Il faut qu'il soit en permanence dans la boucle des automatismes et qui sache en permanence ce que l'avion est en train de faire, pourquoi il le fait et qu'est-ce qu'il va faire dans les prochaines minutes. Donc ça, il faut que le système lui dise pour pouvoir anticiper éventuellement une erreur des automatismes ou des choses comme ça. Donc moi, je suis pour les automatismes à fond. Mais il faut quand même que l'avion ait un comportement sans automatisme qui soit pilotable et il faut qu'il puisse le reprendre à la main à n'importe quel moment et être capable de le maîtriser à la main. Ça, il faut que ça reste, comme je dis, de toute façon, un avion, même avec des commandes de vol électriques, lorsque tout va mal, il redevient un piper, quoi. Il a la même caractéristique que le piper. Il est stable comme un piper et quand on tire sur le manche, ça monte. Quand on pousse, ça descend. Quand on va à gauche, ça va, etc. Et donc, quand toutes les commandes de vol numérique sont pratiquement en panne, on revient à ce qu'on appelle en loi directe. La loi directe, c'est comme voler sur un piper, quoi. Voilà. Donc, il faut que l'avion ait des caractéristiques qui soient quand même relativement bonnes. Et que le pilote puisse garder cette capacité à piloter un avion comme le piper, quoi. Et ensuite le SCAF, mais le SCAF c'est la nouvelle génération, c'est évident quand on voit aujourd'hui la genèse et on prend la guerre qui a lieu entre l'Ukraine et la Russie, on voit que les drones sont en majeure partie. Ensuite politiquement, sur le plan militaire, la perte d'un soldat ou d'un pilote est devenu un sujet tellement critique vis-à-vis du politique, d'avoir un pilote pris en otage quelque part et qu'on risque de torturer ou de brûler, etc. Ça a un tel impact en image qu'on va aller de plus en plus vers des systèmes inhabités pour faire la guerre. Ouais.
Et Mais au niveau il faudra, c'est quand même des missions assez périlleuses. Aujourd'hui, on commence à reparler un petit peu d'engagement total, mais c'est vrai que jusqu'à présent, c'est pas ce qu'on a connu. Mais si on prend les premières choses, c'est d'aller détruire toutes les défenses aériennes ennemies. C'est sûr que si on envoie des avions avec pilotés, il y en a beaucoup qui reviendront pas. Donc, c'est quand même des missions périlleuses, et envoyer des drones à la place, ce serait peut-être plus intelligent. Et justement, ce passage, on va dire, automatisme drone, on va dire militaire, vers le civil, pour toi, c'est pas une bonne idée, ou c'est pas demain la veille que les avions de ligne fonctionneront sans pilote? Alors pour moi, c'est la direction, c'est de faire des avions sans pilote, ça c'est sûr, et je pense que je les connaîtrai pas. Aujourd'hui, on s'oriente vers des avions à équipage encore réduit, 1+1, comme on dit. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce concept, et on continue à travailler sur le concept des avions 1+1. Je sais que les syndicats sont contre, mais je pense que ça peut très très bien marcher. C'est-à-dire que sur des avions comme on fait maintenant, là, le 8X, déjà, c'est des avions qui volent 12 heures. Alors les avions de ligne ont des crew rest qui sont quand même bien faits, mais malgré tout, on a vu avec la F447, quand tu as le commandant de bord qui dort au fond et que ça se passe pas bien, le temps qu'il arrive au poste, et ben ça s'est pas bien passé du tout. Donc c'est quand même intéressant. Moi, on a défendu. Aujourd'hui, le 6X l'est un peu, mais le 10X le sera plus. C'est des avions où on pourra dormir sur le poste, c'est-à-dire allonger complètement un des sièges pilotes et dormir dans le poste, ce qui fait que si vraiment ça va pas bien, eh ben, on remet le siège vertical, le temps de se réveiller un petit peu, et on est capable de rentrer dans la boucle pour résoudre le problème. Donc c'est vite de transporter des pilotes qui se reposent plus ou moins dans l'avion et pas au bon moment, parce que le sommeil, ça vient pas sur commande, quoi. Donc si on prend des vols transatlantiques, on a peut-être tous les pilotes ont envie de dormir en même temps, quoi. Donc et à un moment donné, tout le monde est hyper fatigué. Donc c'est bien si on arrive à se partager et de faire 1 heure de sommeil chacun. Voilà. Donc moi je pense de toute façon avec l'automatisme on va aller vers ce genre de cockpit, et puis à terme des cockpits sans pilote. Oui. Si on prend les navettes spatiales, elles fonctionnent, il y a toujours des pilotes, mais la majorité des navettes spatiales rentrent en automatique, donc on est capable à mon avis de faire des avions qui vont en automatique. Après il va falloir les certifier, et en fait c'est ça la difficulté, c'est-à-dire que ça va coûter très très cher et ça va demander beaucoup de mise au point. Et aujourd'hui, alors peut-être qu'avec l'IA ça va venir, mais la mise au point va être très compliquée, et la démonstration de la panne à 10-9 de l'automatisme va être compliquée. Aujourd'hui, pour certifier un atterrissage automatique, c'est quand même très complexe, quoi. Et justement, tu parlais de l'IA, c'était une de mes questions. Quelle va être la part de l'IA dans l'aviation de demain? De plus en plus importante. De toute façon, moi, comme je dis, l'IA, ça fait longtemps qu'elle est dans les avions, hein. Un FMS, c'est déjà une sorte d'IA. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a les smart perf, ce genre de choses. C'est-à-dire que l'avion, le FMS est capable d'apprendre petit à petit la consommation de l'avion, l'endroit où il vole le mieux, à quelle vitesse le mieux, etc., de façon à donner au pilote le plus d'informations sur la façon de mener la croisière, sur un déroutement, ce genre de choses. L'ordinateur va lui donner la meilleure façon de voler. Donc l'IA, ça existe déjà quand même, comme je dis souvent, dans les avions, mais après de plus en plus, après on aura rentré toutes les bases de données et que le système pourra s'apprendre tout seul plein de choses, l'IA va aider de plus en plus, quoi. Au niveau technologique, on parlait tout à l'heure des commandes de vol, qui a dit que ça avait vraiment révolutionné les choses. Est-ce qu'il y a une autre technologie? Je pense peut-être à tout ce qui est navigation par GPS, qui est quelque chose de très prometteur, ou en tout cas qu'il faudrait scruter. Oui, aujourd'hui, la précision aujourd'hui est telle que on fait avec le GPS, on fait des approches GPS pures, quoi. Donc alors il y a le domaine actuellement des guerres qui fait qu'il y a le brouillage, etc. Donc je sais pas s'il faut quand même pas garder un minimum dans les avions pour voler sans le GPS. Ou alors s'affranchir du système de brouillage. Je sais pas trop.
après, il y a toute la partie qu'on a développée nous et moi que j'aime bien, c'est-à-dire que tant qu'on laisse un pilote dans l'avion, comme je dis, il faut qu'il reste dans la boucle. Et si on prend les atterrissages, parce que la partie la plus critique, c'est quand même c'est pas forcément la croisière, hein, c'est l'atterrissage, surtout quand il fait pas beau. Toute la partie visu synthétique aujourd'hui qu'on met dans les avions, c'est extraordinaire parce que ça permet au pilote d'imaginer le relief qu'il a autour et où il se situe. Et si on rajoute toutes les images qu'on pourrait faire à travers aujourd'hui des caméras, qu'on met des caméras infrarouges, et peut-être après, il faudra y travailler parce que ça coûte cher pour les avions civils, mais ça existe pour les avions militaires, des radars à ondes millimétriques. Donc lui n'est pas limité comme peut l'être une caméra. Si on est capable de fusionner tous ces capteurs-là, on est capable de donner en permanence à l'équipage une image de nuit dans le mauvais temps qui est pratiquement équivalente à une image en plein jour par beau temps. Et ça, je pense que c'est un atout considérable pour le pilote pour se situer et savoir s'il est bien placé en approche et en remise de gaz. Tout ce qui est Falcon 7X, 8X, ils sont certifiés 4.3, c'est-à-dire donc atterrissage sans visibilité absolue, la 4.3C. Non, parce que c'est beaucoup trop cher. On l'avait fait sur Falcon 2000, on avait développé le HUD et on faisait de la 4.3 manuelle dessus, donc on avait un guidage dans le head-up display. Et donc, on suivait le guidage et on pouvait se poser pratiquement en 0-0. En essai, on a démontré les atterrissages 0-0, mais en certif, on ne l'avait pas parce qu'on ne pouvait pas démontrer que, justement, le risque était à moins de 10-9 de faire une bêtise à l'atterrissage. Mais en fait, ça coûtait très très cher parce que les pilotes doivent être qualifiés. Il faut que l'avion soit qualifié, il faut que le terrain soit qualifié et il faut que les pilotes soient qualifiés. Et pour les pilotes qui ne sont pas en compagnie, pour des pilotes privés, c'est beaucoup trop lourd. Et en fait, ils n'avaient jamais la qualif qui allait bien. On avait développé ça parce qu'on avait un client italien qui avait un Falcon 2000 qui allait à Milan. Milan, il y a beaucoup de brouillard. Et donc, il nous avait dit, j'en ai assez parce qu'à chaque fois que je vais à Milan, je suis obligé de me dérouter à Gênes et ma secrétaire qui vole dans le DC-9, elle se pose à Milan. Donc, il faut que vos avions puissent se poser partout en aussi. On avait développé à cause de ça. En revanche, maintenant, on a développé ce qu'on appelle le Falcon Eye, qui donc utilise la vision synthétique et la vision par caméra infrarouge avec multicapteur. Et on projette tout ça en images, comment dirais-je, assemblés dans le head-up, et avec ça on diminue les minima opérationnels. On peut les diminuer de 100 pieds et ça fait gagner beaucoup de choses, mais on ne fait pas du 0-0 quoi. D'accord, ok. Oui, parce que tu parlais justement de cette vision-là, vous avez été, enfin Dassault en tout cas, été parmi les premiers à proposer justement ces capteurs-là. On en voit maintenant chez Bombardier et ailleurs, mais ça venait là au départ. Ouais. C'est issu du militaire, ça, initialement ou ça vient du militaire, mais aussi du civil. Après, mais beaucoup du militaire aussi. C'est surtout toute la partie head-up display, on connaissait très très bien chez Dassault, et ça a permis de développer, de le pousser. Il a fallu se battre, parce qu'il y a eu une période où Gulfstream en particulier et Honeywell qui faisait nos head-up display, arrêtaient de les faire, et eux, ils misaient tout dans la vision synthétique en tête basse. Ouais. Et nous, on n'y a jamais cru. Et moi, j'ai toujours dit qu'il fallait que le pilote voit en vrai, parce que en vue synthétique, on voit pas. C'est des choses qui sont synthétiques. Mais l'avion qui est sur la piste ou la vache qui est sur la piste, on la verra pas. Alors qu'avec une caméra, on finit par la voir. Ok. Cynthia, là, je parle beaucoup, je pose beaucoup de questions. Je suis fascinée par ce qu'il raconte. Je ne savais pas du tout qu'il y avait tous ces aspects-là qui avaient été visités sur certains avions. Donc, je découvre avec beaucoup d'émerveillement tout ce qui a été fait. Oui, il continue à se faire. Le 10X va être équipé en double HUD. C'est-à-dire que maintenant, l'idée, c'est que le HUD devient devient primaire. Les informations de l'HUD sont primaires. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que toutes les informations primaires pour piloter, en fait, se faisaient toujours en tête basse. Le HUD venait en plus. Mais là, en faisant du double HUD, les deux pilotes pourront regarder à travers le HUD et ils auront chacun leurs informations, et ce sera du même niveau de sécurité que la tête basse. Et donc, du coup, l'avantage, c'est qu'on gagne en surface et on peut présenter d'autres informations en tête basse
comme les cartes météo, les cartes d'approche, etc. Et ça permet de gagner beaucoup de surface. Et l'avantage du HUD, c'est que lorsque la piste surgit, elle est directement devant les yeux, qu'on voit tout, c'est remarquable. Ok. On a fait des approches à Chambéry, parce que Chambéry, c'est quand même mal pavé. C'est là on fait tous nos essais avec ces équipements-là. Et on le fait en démo, où on arrive de nuit dans les nuages. Et on met dans le HUD, on voit tout le relief autour de la piste de Chambéry. Et donc, on fait en démo, on fait les approches, et puis on leur coupe comme c'était autrefois, toute la partie synthétique et qu'on combine, la partie combinée avec la caméra. Et là, on se retrouve dans le noir avec simplement quelques paramètres, et là, on a l'impression d'être aveugle. Et dès qu'on remet l'image, c'est biblique, quoi. Et justement, on va dire que ça peut être un petit argument de vente, ça. Ah oui. Et voilà, hop, on coupe, vous avez vu, maintenant, vous êtes obligé d'acheter, quoi. Ah ouais, mais ça, c'est un très bon argument, ouais. Tu as participé justement à la vente d'avions comme ça? Oui, parce qu'en fait, on fait toutes les démos aussi. Le DC, on participe à toutes les démonstrations vis-à-vis des clients. Donc Bourget et compagnie, quoi. Pardon? Le Bourget, enfin tout type de salon. Ça c'est dans les salons, on fait les démonstrations en vol. Mais quand un client veut acheter un Falcon, et avant de l'acheter, il demande à vérifier que ce qu'il va acheter, on ne vend pas du vent, quoi. Et donc, il nous demande des vols de démonstration. Donc, on fait, ils veulent qu'on fasse le Bourget-Singapour. Donc, on fait le Bourget-Singapour. Ou alors, voilà. Donc, on fait tous ces vols-là avec eux. Et souvent avec leurs pilotes, et c'est assez intéressant parce que du coup on leur montre et on leur explique tout et le pourquoi du comment, et c'est un gros plus dans les démonstrations, en plus du confort de l'avion, de démontrer les capacités techniques et pourquoi surtout on est parti sur ces choix-là, quoi, tous les avantages. Ok. Cynthia, tu veux pas acheter un Falcon? Ah mais là j'achète tout de suite là. Faut juste que je trouve le financement et j'achète tout de suite. Non, mais je me demandais par contre, pardon, j'ai un peu la voix qui flanche. Je me demandais par contre quelles étaient les, si on peut dire, des figures obligatoires que doivent passer les avions quand vous faites les essais en vol. Est-ce que, on parle souvent de la vrille, que les avions doivent passer la vrille, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'ils sont obligés de passer, par exemple, de passer une boucle ou de faire un tonneau? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment obligatoires, qui font partie d'un cahier des charges? Alors oui, il y a un cahier des charges qui est extrêmement précis. C'est le programme de certification qui est développé. Alors, toutes les spécifications sont écrites dans les règlements de certification par les ASA et la FAA. Et donc, il faut répondre à tous les points de règlement. Et dans la partie vol, il y a un certain nombre de choses à démontrer. Alors la boucle, non. Le tonneau, non plus. Mais en revanche, on va nous demander un certain nombre de choses. C'est la panne moteur au décollage, donc il faut démontrer la panne moteur au décollage. Et donc ça, on l'a fait en vrai. Et puis les arrivées pareil en monomoteur, tout un tas de pannes à faire, l'évacuation des fumées. Donc on fait vraiment on fait de la fumée, mais de la fumée artificielle, mais avec des pilotes certificateurs. Donc d'un seul coup, un top donné, le cockpit est rempli d'une fumée réelle, et bien on applique la procédure qu'on a mise en place. Donc il faut mettre le masque, dérouler la procédure et regarder si ça fonctionne, et le pilote certificateur regarde tout ça. Après, il y a d'autres pannes qu'on fait. Ensuite, on va démontrer, il faut faire des essais qui sont assez intéressants. C'est ce qu'on appelle l'essai piscine, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir démontrer que l'avion puisse décoller ou se poser sur des pistes dites contaminées, donc avec une certaine hauteur d'eau sur la piste. Par exemple, décoller après un très gros orage ou se poser après un très gros orage sur lequel il y a de l'eau sur la piste. Il faut démontrer que lorsque l'avion roule vite sur la piste dans les flaques d'eau, les gerbes d'eau ne rentrent pas dans les moteurs.
et qui pour le décollage les éteindre. Que l'eau est bien évacuée de tout ce qui est, parce que l'eau rentre partout en fait, c'est vrai Karcher. Il y a eu des cas où la gerbe d'eau est tellement puissante qu'elle a coupé des conduites hydrauliques, et donc on fait des pannes hydrauliques parce qu'elle a coupé les conduites hydrauliques au niveau des trains. Souvent on voit les conduites qui sont apparentes, ça les a coupées. Autrement, l'eau peut aller se nicher partout dans les volets, etc. Et dans les trains, dans toutes ces zones-là, et lorsque tu les rentres, après tu montes à 40 000 pieds, à 40 000 pieds il fait moins 60, l'eau va geler, il y a tout un tas de trous de drainage, et si l'eau est mal drainée, l'eau va geler, et tout va exploser, tout va péter, parce que ça prend plus de place. Donc il faut vérifier tout ça. Donc ça, c'est ces piscines, c'est assez intéressant. Et assez touchy d'ailleurs. Et puis on fait des essais grand froid, des essais grand chaud. Donc on va mettre l'avion dans le Nord Canada et on va en Sibérie, et on va le mettre dehors par moins 40, moins 45 jusqu'à moins 50. Et on le laisse 24 heures sécher comme ça pour que l'avion soit à moins 40, et puis après il faut tout démarrer et vérifier que tout fonctionne bien, et on part voler avec l'avion qu'on a dégivré petit à petit avec des procédures spécifiques. Donc ça c'est des campagnes. La campagne temps chaud c'est pareil. Souvent nous on allait à Tozeur en Tunisie, en plein milieu du désert, et il fait plus 60 et on décolle bien sûr, on fait le plus chaud vers 14 heures par là, et on va faire 1 heure de vol en radada sur le désert pour augmenter la température. Justement, on parlait de la température d'impact parce que l'avion est déjà très très chaud, et on le fait accélérer à la vitesse max en bas de façon à ce que pour vérifier que le refroidissement de l'huile, des génératrices, etc. fonctionne bien dans les températures extrêmes, quoi. Ah, c'est intéressant, hein. Ça va être top. On fait de la haute altitude, on va se poser à La Paz, à 14 000 pieds, pour vérifier que tous les systèmes d'oxygène, de pressurisation fonctionnent normalement, quoi. On fait la panne moteur aussi d'ailleurs là-haut, parce que vous savez, quand les moteurs, on prend de l'air des moteurs pour faire la pressurisation de l'avion. Donc il y a toutes des logiques d'ouverture de vannes, etc. au niveau des compresseurs qu'il faut aller vérifier même à haute altitude en cas de panne moteur. Ok. Ah bah, voilà. Et est-ce que vous avez chacun une spécialité, si on peut appeler ça comme ça? Est-ce que par exemple, quand il va y avoir par exemple un essai piscine à faire, on va dire on va plutôt appeler Philippe parce que lui c'est spécialiste, plutôt que par exemple Daniel ou n'importe qui d'autre? Alors, ça, c'est suivant les essais. Après, oui, on est spécialisé chacun sur une des parties. On va dire, on a des domaines. Il y en a un qui va être plus spécialisé dans la partie moteur, l'autre qui va être plus spécialisé dans toute la partie avionique. Et donc les pilotes désignés vont plus travailler sur ces parties-là. Après, tout ce qui est qualité de vol, on est tous pareils. Il n'y a pas de pilote spécial désigné pour la qualité de vol. Donc là-dessus, c'est pareil. Mais autrement, oui. Donc lorsqu'on a des nouveaux moteurs, ce sera ceux qui sont particulièrement qui désignés pour travailler sur le moteur qui vont s'en occuper. De même que le head-up display, ce genre de choses, c'est les pilotes qui sont mis sur ces programmes-là qui vont plutôt travailler dessus. Ouais. Ok. C'est fascinant. C'est fascinant. Est-ce que après, tu on peut penses à écrire un livre? Il faut écrire un livre. Il faut qu'il y ait un maximum d'avis. Donc, il y a des pilotes qui sont dédiés sur un sujet donné, sont les précurseurs. Et après, on fait passer tout le monde petit à petit. Pour avoir, en particulier, même ceux qui n'ont jamais utilisé le système, on les met dessus. Et après, on a même, alors chez Dassault, on a ce qu'on appelle qui font un travail remarquable, c'est les pilotes opérationnels qui sont basés à Paris et qui, eux, font maintenant, quand je suis rentré, ils n'existaient pas, on les a recrutés petit à petit. Et eux, ils sont tous instructeurs, examinateurs. Donc, ils nous ont pas mal aidés avec la montée en cadence des Falcon, le nombre de ventes. Ils nous aident beaucoup sur toute la formation des pilotes. Et ils assurent toute la mise en ligne des avions et le suivi en performance des avions. Et donc, eux, en particulier, on les fait venir, ils ne trempent jamais dans les essais en vol, sauf lorsqu'on fait justement des qualifications, et on les fait venir pendant le programme, et on les fait travailler, et on regarde, on leur demande leur avis, on regarde comment ils travaillent, et voir où ça ne fonctionne pas bien, et les avantages et les inconvénients des améliorations qu'on a apportées. D'accord. Ah ouais, c'est
c'est bien de voir justement l'envers du décor et de comprendre un petit peu comment fonctionnent ces rouages. Ouais, c'est hyper intéressant. Ça mériterait presque une Je émission ne à monterai part plus entière dans mon là-dessus. avion pareil. Je ne Ok. monterai plus dans l'avion pareil. Demain, je le regarderai différemment. C'est promis. Ouais, ils sont bien conçus. Hein. Il n'y a pas plus sûr qu'un avion moderne aujourd'hui. Juste avant de parler du dernier thème et peut-être d'aborder les quelques dernières questions qui restent dans le chat, on va tourner la dernière page de l'émission. Donc, la foire aux questions remise de gaz, c'est tout de suite. Il vous reste une dizaine de minutes pour poser vos questions à Philippe. On a le plaisir de recevoir ce soir. Donc, allez-y, c'est maintenant. La zone aéro, remettez les gaz. Dernière question, programme à venir, vite. Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. La foire aux questions remise de gaz de cette dernière de la zone aéro avant les fêtes et Philippe qui est avec nous. Je voudrais revenir sur, on parlait tout à l'heure du TBM, on a parlé des prises de vue. Tu es le pilote du fameux Éric Magnan qui fait des images magnifiques. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que ça se passe quand on est pilote responsable quelque part de la trajectoire pour aller faire des images? Alors oui, ça c'est l'aventure d'Airborne Film. Éric Magnan, producteur d'images aériennes, c'est lui qui a produit et fait les images ceux qui se souviennent des Chevaliers du Ciel. Il avait fait à partir d'un Mirage 2000 et après donc là, il a développé son système et donc il a réussi à convaincre Daher de lui faire une modification et de mettre sous l'aile droite un conteneur de caméra extrêmement sophistiqué qui peut recevoir les meilleures caméras pour faire des films, mais des films à grand spectacle à l'intérieur, avec différentes focales, etc. Donc c'est un conteneur qui est entièrement gyrostabilisé, qui tourne dans tous les sens et qui est dirigé par un opérateur qui se trouve dans la cabine, dans la place arrière du TBM 700. Donc là, ça devient un travail d'équipe où le pilote manœuvre l'avion caméra et en fonction de ce que demande l'opérateur et le chef des images qui se trouve assis derrière. Voilà. Donc cet avion a été modifié par Daher. Alors aujourd'hui, on a fait pas mal d'images jusqu'à fin 2023. Depuis, pour la petite histoire, eh bien, il est arrêté pour l'instant puisque lorsqu'il a la caméra qui est montée dessous, c'est un avion de série qui a été modifié pour recevoir cette caméra. Lorsqu'on monte la caméra dessous, l'avion passe en laissez-passer exceptionnel et donc, on a appris derrière que donc la DGAC nous a dit écoutez, si votre avion est sous laissez-passer exceptionnel, vous n'avez pas le droit de commercialiser de prestations à l'extérieur avec un avion qui est sous laissez-passer exceptionnel. Ah ouais. Donc, du coup, on n'avait plus Airborne Film n'a plus le droit de commercialiser ces vols de cette façon-là. Donc là, il faut certifier la modif et c'est en cours. Pour pouvoir reprendre les vols. Il y a eu un vol qui a été fait là très récemment dans le cadre des essais en vol justement par Daher pour pouvoir avancer sur le sujet. Mais donc j'ai eu la chance jusqu'en 2023 de faire pas mal de vols. Il y a Axel Valla qui est également un autre pilote qui fait ça, autre pilote d'essai qui fait ça. Et moi j'ai eu la chance de faire pas mal de missions avec Eric et François-Olivier Robin qui sont les deux co-dirigeants d'Airborne Film. Donc on a été au Qatar lors de la Coupe du Monde. Le Qatar voulait faire des images de son armée de l'air avec plein d'autres images pour présenter un film d'ensemble du Qatar. Donc on a pu filmer là-bas. On a fait des images extraordinaires du Rafale devant le skyline de Doha, incroyable. Des images de F-15, d'hélicoptères en ras du sol sur le désert. Dans ce cas-là, on emmène l'avion sans la caméra en convoyage normal et puis l'avion se pose. Là, il y a toute l'équipe qui arrive avec la caméra qu'ils ont amenée par avion de ligne. On monte la caméra, on fait nos vols, on démonte la caméra et on ramène l'avion en convoyage. J'ai eu la chance aussi de partir au Svalbard où on a fait tout un tas on a fait pratiquement 2 semaines de vol dans le cadre de Mission Impossible 8 qui est sorti récemment. Alors c'est rigolo parce que quand on voit tout ce qu'on a fait comme image là-bas, c'était magnifique. Le Svalbard au mois de mars c'était incroyable. Et en plein milieu de la banquise, au milieu de nulle part, au milieu des ours, etc. Et on a dû faire je sais pas combien de vols. Et en fait, quand je regarde le film, il doit y avoir 10 secondes d'image au maximum. C'est incroyable. On voit plus Tom Cruise que les images aériennes.
Ah ouais, ouais. Alors Tom Cruise, on l'a pas vu, il était dans les équipes sol, il y avait toute une équipe sol sur la banquise avec un gros bateau qui faisait ça aussi, et eux, ils étaient là-bas. D'accord. Ouais. Ah ouais, c'est Ouais. passionnant. Le fait d'être pilote d'essai, justement, c'est quelque chose que Eric Magnan désirait pour constituer l'équipe, ou c'était juste, on va dire, de la camaraderie? Ah non, 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 l'avion, comme il est sous laissez-passer exceptionnel, Daher a mis que c'était forcément des pilotes d'essai qui fait faire voler l'avion. Ouais. Et après, l'avion, il est particulier quand même. C'est vrai qu'il y a certaines particularités. Et les manœuvres à faire, il se rapproche pas mal de certaines manœuvres qu'on fait en essai en vol quand même. Il y a quelques-unes qui sont assez touchy, ouais. Ouais. D'accord. Parce qu'après, en octobre 2023, on a fait des images pour une grosse production. Je ne sais pas si elle sortira, un peu du style Top Gun. C'est un gros scénario américain qui se passe lors de la chute du mur de Berlin. Et on a fait ça avec un ATR-42 et avec des L-39 de Reims. Pour les avions qui simulent des avions de chasse. Alors en fait, on fait des images avec le L-39 ou avec la TR-42. C'est deux avions qui servent de base et eux, ils les réhabillent après. Les L-39, ils vont être réhabillés avec des MiG ou avec du F-18 ou avec tout ce genre de choses. Ils viennent mettre ça par-dessus. Ils m'ont montré, c'est incroyable. Et la TR-42, il va être réhabillé dans un avion de transport russe derrière. Et dessus, il y avait des images, parce que la TR-42, qui en fait est un Antonov, le bimoteur qui ressemble un peu là, il finit par se poser sur un porte-avions américain au nord de la Sibérie là-bas. Et donc, on a fait des images incroyables en Méditerranée sur des bateaux de la Marine nationale. On a les approches de la TR-42 sur le bateau qui sont super. Ok. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Ça fait rêver, ça donne envie quand même. Hein, tout ça. Ah ouais, pour ça, moi je me suis dit, j'ai une chance incroyable dans ma vie de pouvoir faire tout ça, quoi. Et toujours dans des équipes formidables, parce que l'équipe d'Airborne Field est incroyable. C'est une équipe, c'est une toute petite équipe, mais des gens hyper performants et franchement, c'est très, très, très sympa. On va fermer la petite parenthèse prise d'image, et c'est une question que je voulais te poser en tout cas dans l'aviation d'affaires, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans l'actualité, on tape beaucoup sur l'aviation d'affaires, sur voilà, les riches qui se déplacent, etc. Quel est, toi, ton avis sur l'avenir de l'aviation d'affaires? Il y a encore de la place pour les avions d'affaires? Ah oui, bien sûr. En fait, les avions d'affaires, on imagine toujours, c'est des avions, les gens s'en servent pour que de luxe, mais les avions d'affaires sont beaucoup utilisés pour les affaires. Le gros avantage de l'aviation d'affaires, c'est que il fait gagner un gain de temps phénoménal à ceux qui l'utilisent, puisqu'en fait, c'est la philosophie de Dassault en tout cas, c'est à partir du point où la personne travaille et d'aller là où elle va aller travailler. Donc c'est pour ça qu'on fait des avions qui se posent court et qui décollent court et qui peuvent se poser n'importe où. Alors petit à petit, les autres, ils sont venus. Gulfstream et Bombardier sont venus. Nous, on faisait London City, ils font London City. On va se poser à Stade, on peut se poser à Saint-Tropez, à La Mole, à plein d'endroits comme ça, sur des tout petits terrains un peu partout dans le monde. Et le gros avantage de l'aviation d'affaires, c'est ça. Et l'autre gros avantage, c'est que c'est un domaine extrêmement privé. Si vous discutez avec des personnes responsables, elles vous disent toutes que le problème de prendre la ligne, c'est le fait que leurs ordinateurs, ils ne peuvent pas discuter, leurs ordinateurs peuvent être saisis et fouillés, entièrement dévalisés lorsqu'ils passent les contrôles, alors que lorsqu'ils sont dans l'avion d'affaires, c'est un espace confiné où personne ne peut venir espionner. Et donc, il y en a certains, ils font leur réunion à très haut niveau secrète dans l'avion d'affaires. Je me souviens d'une démo qu'on avait fait pour le patron des jeans diesel. Et donc, ils partaient en Chine et pendant tout le vol, on les a pris à Rome ou je sais pas où, par là, en Italie ou à Milan, et on les a emmenés en Chine. Et pendant tout le vol, derrière, ils ont travaillé, ils étaient 4 ou 5 du top management, et ils ont défini tout leur truc. Après, je ne sais pas si c'était secret, et ils l'ont fait, quoi. Mais ils nous ont dit, c'est incroyable, parce qu'on a pu bosser tranquillement, quoi, dans l'avion. Ouais. Ok. Ils mènent les gens. On a un client qui est suisse, qui fait toutes les cartes à puce de tous les systèmes style Canal+, choses comme ça, là, des clients dans le monde entier. Il fait le tour du monde en une semaine. Ouais. Il vole de nuit, et la journée, il fait ses réunions, et toutes les nuits, il change de continent.
Ouais. Et il dit, sinon je pourrais pas. Avec l'avion de ligne, je pourrais pas. Ok. Bon, bah, on a nos réponses. Deux dernières questions du chat. Ça sera les deux dernières. Run to the Sky, est-ce que ça peut se secouer un Falcon? En gros, est-ce que c'est un avion qui est agile et peut-être même fragile? Alors c'est un avion qui est très agile, ouais, très agile. C'était des caractéristiques des Falcons. Ça a des commandes de vol extrêmement précises, extrêmement agiles. Et c'est un gros atout pour tout ce qui est atterrissage. Et est-ce que ça peut se secouer? Ouais, quand il n'y a personne derrière, ça peut se secouer. Ouais. Ça passe très bien à la barrique. La boucle non, mais ça passe très très bien à la barrique. Ok. Et Philémon qui pose cette question, parce qu'on parlait tout à l'heure donc de la vente d'avions, est-ce qu'il y a une partie commerciale pour la vente aux clients, genre un intéressement sur la feuille de paye? Non. Les commerciaux, oui, mais nous, pas du tout. Ok. Bon, c'est les commerciaux. Le DC, pas du tout. Non. Ok. Run to the Sky qui dit c'est Alain Ducasse qui faisait associer avec le Concorde dans la journée. Il allait visiter son restaurant à New York, il rentrait. Oui, voilà. Ben oui. Non, mais c'est un atout phénoménal. Hein, par rapport et après, bon, c'est vrai qu'on a les terminaux d'avions d'affaires font que toutes les formalités sont beaucoup plus rapides aussi, parce qu'il y a moins de monde aussi, c'est sûr. Alors c'est vrai que c'est un outil pour les gens privilégiés, on va dire, certes, mais c'est pour les dirigeants, et les dirigeants, ils ont besoin, moi je pense, d'avoir un temps de réflexion et de l'efficacité dans ce qu'ils font, quoi. Voilà. Et les avions aussi d'affaires vont plus vite, en vitesse pure que les avions de ligne. Oui, ça vole plus haut et un peu plus vite, ouais. Ouais, donc c'est aussi un avantage. Surtout, ça vole beaucoup plus haut, donc on a des trajets plus directs. Donc ça vole systématiquement au-dessus de 40 000 pieds, là où les avions de ligne ne dépassent pas très rarement 40 000 pieds. Donc on est beaucoup plus tranquille. Ok. Tout à fait. Et après, c'est comme une première classe, c'est-à-dire que les passagers dorment dans l'avion, quoi. Donc ils arrivent, ils sont en pleine forme. Il y a des douches dans l'avion. Ils arrivent, ils peuvent enchaîner directement les réunions et faire des sauts de puce. Voilà. Ok. Ben, Philippe, merci beaucoup pour ce témoignage, cette participation. Je pense qu'on aura encore beaucoup à dire. Pourquoi pas une prochaine fois d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder ensemble. Ça serait super intéressant. Et puis Cynthia, elle est d'accord. Hein. Oui, complètement. Je pense qu'il y a encore beaucoup de sujets qui peuvent être développés par rapport à ta carrière. Et je pense qu'il faut envisager d'écrire un livre parce qu'il y a des choses à dire et à partager avec l'ensemble de la communauté aérienne. Ah ouais, il faut que je trouve quelqu'un. Je suis pas très bon écrivain, moi. Non, il faut trouver quelqu'un qui a envie de l'écrire et qui a envie d'écouter tes histoires. On trouvera. On trouvera, oui, voilà. Juste avant le mot de la fin, on va juste découvrir ensemble le programme, si vous voulez bien, du mois de janvier de la zone aéro. Voilà, c'est tout frais, il est sorti il y a peu. Alors on va le voir ensemble et puis on retrouvera Philippe juste après pour le mot de la fin. Hop, je l'affiche. Il apparaît ici. Voilà. Hop. Et puis, tac, Philippe, il apparaît normalement ici. Alors, on va déjà commencer par le 9 janvier et ça sera justement au bar originel de la zone aéro. On parlera formation de pilote militaire. Philippe, ça va peut-être te rappeler aussi des souvenirs avec Marc Scheffler qui viendra nous voir. Il instruit des pilotes militaires dans l'armée de l'air. Il est instructeur sur PC-21, mais aussi il enseigne à des pilotes étrangers. Et donc, on discutera un petit peu avec lui. Il travaille chez CAE également. Il viendra nous voir, il nous parlera un petit peu de sa carrière et puis comment se déroule la pédagogie, les différences pédagogiques entre les uns et les autres. Ça devrait être un sujet assez sympathique. Donc, notez bien cette date, c'est le 9 janvier et ce sera 19h30 puisque c'est un invité plateau, vous l'avez compris. On continue avec, revenant, le pauvre Emmanuel qui avait eu un accident le jour même de l'émission. Il va mieux, je vous rassure. Il viendra nous voir le 14 janvier à 20h30 et on parlera justement de leur fameuse solution AeroBot qui est destinée aux futurs pilotes qui veulent passer le PPL. Et grâce à cette solution qu'on découvrira tous ensemble, eh bien, vous verrez comment ils sont arrivés de la feuille blanche jusque à l'application qui fonctionne aujourd'hui, qui a été lancée d'ailleurs il y a quelques jours. Hein, c'est vraiment tout frais. Donc rendez-vous avec Emmanuel pour parler d'AeroBot à 20h30 le 14 janvier. On se projette encore, et là on va faire une émission pédagogique. On essaie d'en faire un petit peu de temps en temps. On parlera ensemble des illusions sensorielles, l'ennemi du pilote.
on reviendra un petit peu sur des cas spécifiques où les pilotes ont été perturbés, essayer de mieux comprendre, essayer aussi de reconnaître, pour ceux qui veulent, les situations qui peuvent provoquer les illusions sensorielles et qui peuvent amener parfois jusqu'au crash. Donc, on reparlera un petit peu de tout ça. Ce sera le 21 janvier à 20h30 et on terminera la dernière de janvier avec cette émission. On ira se projeter du côté de Genève, de l'aéroport de Genève, avec Nicolas Valentin. Il est chef de projet aéroportuaire et son métier, justement, c'est le développement et, on va dire, l'ergonomie de l'aéroport au service des compagnies et des passagers. Ça va être super intéressant. Il viendra nous voir le 28 janvier à 20h30, donc Nicolas Valentin, pour en connaître un petit peu plus sur le fameux aéroport de Genève et, à travers tout ça, de son métier. Et puis, on termine par la Ground School. Ça y est, vous le savez, les inscriptions sont faites. Qui est là justement. On a récupéré, vous avez peut-être certains reçu votre petite carte de la Ground School. Vous êtes inscrit sur le Discord. Et bien, on passe à l'étape suivante. La prochaine étape, c'est la réunion tous ensemble pour discuter un petit peu de l'évolution de ce projet. Et puis de mettre en place le fameux calendrier qui démarrera début 2026. Donc, incessamment sous peu, soit d'ici la fin de l'année là, peut-être on va voir tout début du mois de janvier. On se retrouve tous ensemble, on met en place le calendrier avec tous les modules qui vont être abordés au fur et à mesure de la Ground School. Et puis, vous aurez toutes les dates pour être dispo et puis venir nous voir et ainsi passer, on va dire de manière virtuelle, tous les modules du PPL théorique. Et puis, à l'été, dire c'est bon, je m'inscris et je vais voler. C'est pas beau? Ouais, vous trouverez ça nulle part ailleurs. Exactement, prêt à démarrer les vols pour l'été. Voilà, c'est de l'instruction, vulgarisation, et en plus c'est gratuit. Moi, si j'avais vu ça à l'époque, j'aurais signé tout de suite. Voilà. Bon, écoutez, on a fait le tour un petit peu du programme. J'espère qu'il vous plaira. En attendant, merci beaucoup Philippe. C'était très sympa. J'ai beaucoup aimé l'émission. C'était un plaisir pour moi aussi, sachez-le. Bon, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience, parce que d'avoir des gens avec autant de qualifications, c'est pas donné à tout le monde. Des gens qui, dans le chat, n'ont pas forcément accès à ce réseau dont tu disais, ne connaître, par exemple, d'avoir personne dans ta famille ou de pas forcément connaître de pilote, tu as peut-être ouvert des portes et des opportunités à des personnes. Ah ouais, mais faut pas que si la passion est là, faut pas hésiter, faut y aller. J'ai une dernière question qui vient de tomber sur le téléphone. C'est qui est orienté un peu chez Dassault, parce qu'on parlait justement de Dassault avec la chasse et l'affaire. Aujourd'hui, Dassault, c'est plus l'aviation d'affaires. L'aviation de chasse, c'est quoi le cœur, on va dire, du commerce? Dassault, là, actuellement, c'est le Rafale à fond. Ouais. Ah, c'est le Rafale, ok. Ah ouais, les Falcons, c'est un peu plus dur. Ils rament un peu sur les Falcons, à cause du bashing déjà. Je suis sûr que ça ne doit pas aider en France. Et après, c'est vrai qu'en ce moment, mais ça a toujours été comme ça. C'est marrant chez Dassault, c'est que lorsque les avions d'affaires vont bien, la partie militaire va pas bien, et lorsque l'aviation d'affaires va pas bien, la partie militaire va bien. Ça a toujours été ça en fait. Ça se comprend. Et cette dualité est remarquable. Surtout que cette dualité, elle est perçue par tous les membres, parce que les gens passent du militaire au civil, et que ce soit les mécaniciens, les ingénieurs, les pilotes, ils font de tout. On les fait passer de l'un à l'autre, d'une chaîne de Falcon à une chaîne de Rafale, on leur apprend, quoi. Et il y a beaucoup de choses similaires, c'est vrai. Ok. Merci en tout cas pour ta franchise, ta sincérité et le partage de cette expérience. Je pense que c'était très enrichissant pour tout le monde. Donc, écoute, tu es chez toi, tu reviens quand tu veux, sans aucun problème. Merci beaucoup de votre invitation. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Et une magnifique émission. Bravo. Merci beaucoup, plaisir partagé. Donc, Cynthia, bientôt dans la Ground School. Dans quelques instants, donc n'oubliez pas, vous avez, Julot va les publier dans le chat, tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez retrouver les programmes. On les annonce quelques jours, voire le jour avant de recevoir notre invité. Voilà, il s'affiche. Facebook, Instagram, voilà, il y a tout dessus. Allez y faire un tour. Également la chaîne YouTube. Mettez en avant les vidéos. Ça nous aide beaucoup. Et puis ça fait rayonner aussi l'aviation au travers de tout ça. Les podcasts aussi, on remercie Julot qui s'en charge. Donc la publication des podcasts audio. Les émissions, vous les retrouvez en audio sur toutes les plateformes. Et puis évidemment la plateforme Patreon qui fait de vous les patrons
de la zone aéro avec des contenus privés qu'on vous propose plusieurs fois dans l'année. Dans quelques instants, restez avec nous. Il y a le petit jingle de Noël, comme le veut la tradition. C'est tout de suite. Et puis le générique de fin. Et après, on bascule sur une autre chaîne. On vous emmène avec nous. Le raid, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, vous pouvez faire un copier-coller des petits pictos qui apparaissent dans le chat. Merci, Julo. Merci aussi à toute la modération qui a été là et qui sont présents. Toutes les personnes qui sont dans l'ombre aussi, qui nous aident au quotidien. Merci beaucoup. C'est grâce à vous. On fait ces belles émissions. Donc, merci et encore merci. On vous donne rendez-vous en 2026. Le petit jingle, c'est tout de suite. Et puis après le générique, et on bascule. Et sur une nouvelle chaîne. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Encore une fois, merci Philippe, merci Cynthia. Et à très bientôt. Merci à tous les deux. Merci à tous. Passez de bonnes fêtes. Et joyeux Noël. À l'année prochaine. Ciao les amis. Bonne fête à toutes et tous! Profitez de vos proches et passez un joyeux Noël! Rendez-vous en 2026 avec la zone aéro! La zone aéro, l'émission. La zone aéro ferme les portes du hangar. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Et restez avec nous le temps du raid en envoyant les emotes en arrivant. On compte sur vous. Fly safe! La zone aéro, l'émission.